Bien, mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes. On va laisser les dernières invités s'installer doucement. Écoutez, on est, voilà, comme chaque jour depuis le début de la semaine, très heureux de vous accueillir en nombre dans cette salle. J'en profite pour saluer et accueillir tous nos concitoyens qui sont sur Internet et qui suivent ce forum en parallèle, parce que vous savez que non seulement ce forum a une importance locale, territoriale, mais désormais un rayonnement national pour permettre à d'autres de profiter des échanges. Je le dis à nouveau pour ceux qui ne m'ont pas déjà entendu, mais c'est vrai que ces temps sont rares où l'on peut se réunir, échanger dans la sérénité sur des sujets complexes, en acceptant les différences de chacun. Alors effectivement, le sujet du jour fait partie de ces sujets complexes qui de temps en temps donnent lieu à des positions assez tranchées, mais par définition, si les positions sur la façon de mourir, le droit à mourir, sont tranchées, c'est qu'elles renvoient à nos affects, à nos histoires, à nos croyances, et que heureusement que nous ne sommes pas tous d'accord sur cette question aussi complexe. Alors, pour que vous cerniez le cadre de nos échanges, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a dans notre société des tenants et défenseurs de ce qu'on appelle l'approche purement palliative, et dans ce que j'appellerais l'approche purement palliative, c'est des gens qui disent c'est la médecine palliative qui doit être développée, l'accompagnement de la personne, et uniquement cela, refusant tout débat ou toute ouverture sur l'euthanasie et le suicide assisté. Et bien évidemment que ce premier pan de la médecine palliative est indispensable et doit être développé dans notre pays. Et puis il y a, de manière un peu caricaturale, et je m'en excuse, des défenseurs de l'euthanasie ou du suicide assisté au sens de la revendication de l'autonomie absolue, du choix de la personne, de sa volonté d'agir en conscience et sans que le collectif, finalement, ne vienne imprimer à l'individu un mode de pensée, une façon de penser. Il y a aussi la conciliation des deux, c'est-à-dire il existe des patients, des familles, des citoyens et des professionnels qui disent, et c'est peut-être vers ça que la société évolue pas à pas, il faut articuler les deux, un accompagnement palliatif, puis à un certain temps, un geste ou des attitudes qui accéléreraient, faciliteraient le départ de la personne dans un apaisement souhaité. Alors autour de tout ça, vous savez qu'il y a des débats assez larges sur le concept de dignité. Certains portent le mot dignité dans des groupes associatifs en revendiquant un droit à mourir dans la dignité. Cette dignité, c'est une dignité qui rapporte à la définition de chacun caractérisant son niveau de dignité. Et puis vous avez une autre dignité qui est une dignité que d'autres qualifieraient d'inaliénable, d'inaltérable, de sacré, raccordant le plus souvent à des faits religieux, voire philosophiques, on en discutera tout à l'heure. Et au milieu de tout ça se pose la question de la liberté. La loi s'en est mêlée. Pourquoi la loi s'en est mêlée? Je ne me suis pas présenté, mais il se trouve que je suis enseignant en faculté de médecine, et quand on professe en faculté de médecine, on a aussi face à nous des professionnels qu'il faut entendre, qui ont besoin de repères, de guides, pour savoir s'ils répondent au cadre dans lequel la société leur permet d'agir. Que dirait-on de professionnels qui agiraient hors d'un cadre collectif et de repères normés? En revanche, on est en droit et en devoir de réinterroger en permanence la loi et sa pertinence, et de la faire évoluer. Et vous savez qu'elle a déjà évolué, puisque nous avons eu la chance d'avoir ici Jean Leonetti à plusieurs reprises dans ce forum, et qui nous a montré les évolutions de sa loi, qui vont aujourd'hui jusqu'à une évolution qui est par exemple la sédation profonde et continue, qui permet à des patients de s'apaiser grâce à des thérapeutiques. Mais d'autres disent que ce n'est pas suffisant et qu'il faut aller au-delà, et on revient au débat que j'évoquais tout à l'heure sur la question du geste euthanasique ou du suicide. Et au milieu de tout ça, il y a la place des proches. Important. Comment les proches sont associés à cette décision? Les directives anticipées, les personnes de confiance. Mais une fois qu'on a dit ça, vous avez tous suivi l'affaire Lambert, qui est une forme de paradoxe, où on dit qu'il faut associer les proches à la décision, puis les proches ne sont pas d'accord, voire se déchirent, avec des dimensions politiques et idéologiques de certains dans la famille. Et on se demande quid de la réelle pensée et volonté de l'individu au cœur de ce débat-là. Et quand la justice est saisie, que fait-elle? Elle demande à des gens comme moi ou d'autres
experts médicaux, je mets experts avec beaucoup de guillemets, de venir éclairer la justice. Et la justice finalement renvoie à la médecine. Donc on est rentré aussi, à travers la loi, dans certaines situations, dans un cercle infernal, insoluble, où ni la justice ni la médecine ne vont trancher la vie de l'individu, se continuant, comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, posant objectivement un vrai cas de conscience à tous. Donc j'ai la chance d'accueillir nos 3 invités, dont certains vont avoir un discours plus citoyen et militant, en la personne de Jean-Luc Romero que je vais laisser se présenter. Et puis il est de coutume, vous savez, de mettre les philosophes autour de la table, sachant que, sans préjuger du propos de chacun, les philosophes eux-mêmes ont le droit de ne pas être tout à fait d'accord sur les conceptions, donc ce qui enrichira le débat. Donc je me proposais de donner en premier la parole à Jean-Luc Romero, puis secondairement à Éric Fourneret, puis à Bernard Barchi, afin de vous poser quelques jalons de réflexion. Je rappelle à chacun qu'on essaye d'exposer en 10 minutes, un quart d'heure, pour permettre l'échange avec la salle, auquel on est tous très très attentifs. Donc Jean-Luc, je vous passe la parole avec plaisir. Merci beaucoup. Alors merci au professeur Nizan pour son invitation, et je vais lui dire encore à quel point c'est important d'avoir un forum de cette importance qui permet à la fois à des experts et à tout un chacun de venir parler de sujets qui sont aujourd'hui essentiels, et c'est un des endroits privilégiés en France, et bravo, je crois que l'année prochaine c'est la 10e édition, et en tout cas je suis très honoré d'être ici. Je suis donc le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous l'avez dit, je suis un militant. Alors je sais que parfois, en ce moment, dire qu'on est militant, c'est pas forcément toujours bien vu, mais je l'assume. Je ne suis pas je n'ai pas la chance d'être un philosophe, ni ce qu'on appelle globalement un expert, et j'assume ce discours d'une personne militante qui se bat. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous présentiez le débat en disant il y a d'un côté les gens en faveur des soins palliatifs, de l'autre côté les personnes en faveur de la légalisation de l'euthanasie. Alors je caricature peut-être un peu, mais moi je voulais dire, moi je ne suis pas un militant de l'euthanasie. Je suis un militant de la liberté et du choix. Et d'ailleurs, donc je suis président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est une association qui réunit aujourd'hui 70 000 adhérents. Nous battons pour une loi qui permette d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs. Et je le dis extrêmement clairement, parce que dans notre discours, nous l'avons toujours porté. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi certains responsables de soins palliatifs continuent à nous attaquer, alors qu'on est de ceux qui, d'ailleurs moi tous les ans, j'écris à la ministre de la Santé pour me scandaliser des peu de moyens qui sont donnés aux soins palliatifs. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, la France parle beaucoup de cela, on en a parlé beaucoup depuis 10 ans, mais où sont les moyens? Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et donc la majorité d'entre nous, et des personnes très malades, mourront certainement, et c'est dans une unité de soins palliatifs, mais on sait aussi qu'il y a des situations qui sont certes minoritaires, mais c'est quand même 4,5% des morts aux Pays-Bas, 2% en Belgique, dans lequel les soins palliatifs ne sont pas une réponse pour ces personnes. Et il faut entendre que des personnes puissent à un moment dire stop, vouloir éteindre la lumière, bien sûr dans certaines conditions. Il ne s'agit pas de permettre à n'importe qui de partir n'importe quand. Donc, je vais dire très clairement, moi je me bats pour une loi complète. Et les soins palliatifs sont évidemment un des éléments essentiels et très importants de cette stratégie de fin de vie où, moi je le dis, je regrette que dans notre pays, et le professeur Nizan qui a beaucoup travaillé sur le début de la vie ne dira pas le contraire, on a mis beaucoup de moyens sur le début de la vie. Et tant mieux, et il faut continuer. D'ailleurs, on a une politique nataliste qui est un peu meilleure que les autres en Europe parce qu'on y a mis les moyens et parce qu'on s'y est penché. Moi je regrette que sur la fin de vie, les moyens ne soient pas à la hauteur, ne serait-ce que l'accompagnement. Quand on pense qu'on peut avoir à la limite, si vous accompagnez à domicile, ce qui est malheureusement une minorité, un proche, vous pouvez avoir 3 semaines de congé, mais seulement si vous êtes à domicile, sachant que la majorité n'ont pas le choix et accompagnent à l'hôpital. Voilà, on voit rien que pour ça la différence entre le début de la vie et la fin de la vie, où il y a évidemment le congé maternité, le congé paternité, et à la fin de la vie, malheureusement pour beaucoup, il n'y a aucun congé qui est prévu, alors que s'il y a bien un moment aussi dans la vie où ce serait important. Donc je regrette moi ce 2 poids 2 mesures qui est entre le début de la vie et la fin de la vie. Alors votre thème c'est d'abord, est-ce que mon corps m'appartient? Et là, c'est mon corps, puis-je mettre fin à mes jours? Alors
moi j'avoue que je me place dans le cadre d'abord d'une république laïque dans laquelle nous sommes. La laïcité, ça ne veut pas dire que ça empêche qui que ce soit d'avoir des convictions, notamment religieuses. Elles sont évidemment protégées. Et ça veut dire aussi que ceux qui n'ont pas ces convictions doivent être aussi protégés. Donc pour certains, le corps appartient à Dieu. Ils ont le droit de le croire, ça ne me pose aucun problème. Mais ils n'ont pas à l'imposer dans une société aux autres. Pour d'autres, la dignité que vous évoquiez tout à l'heure est inhérente à l'être, il est forcément digne et donc il ne devrait pas pouvoir lui-même dire qu'il estime que sa fin de vie n'est pas digne. Moi je pense que c'est pas quelqu'un qui juge votre dignité, c'est vous-même qui la jugez. Évidemment, c'est pas dans le regard des autres que vous pouvez dire je suis digne ou indigne de continuer à vivre. Donc moi je me place dans une position qui est un peu celle qu'avaient ces femmes qui se battaient sur l'avortement, qui disaient mon corps m'appartient, et qui est le titre aussi de votre semaine. Enfin, eh bien nous disons à la DMD, et moi je dis ma mort m'appartient, et je ne vois pas ce qui peut contrecarrer ça dans une république laïque. Alors ça peut pour certains bien sûr dire ma mort m'appartient, ça peut être le fait de je dois mourir le plus tard possible parce que c'est la volonté divine, même s'il faut quand même se poser des questions aussi quand on entend certains personnes religieuses qui s'opposeraient violemment à cela, qui sont une minorité. Je rappelle que le dernier sondage de la Croix nous dit que 72% des catholiques pratiquants sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Moi je voudrais quand même leur poser la question, est-ce qu'on meurt de la même manière aujourd'hui qu'on mourait il y a 50 ans ? On sait bien que non. On sait bien que les progrès médicaux, qui sont une chance extraordinaire, ont aussi un petit revers. Le petit revers, c'est qu'il fait qu'il y a aussi aujourd'hui des machines qui vous font vivre très longtemps, alors qu'il y a un certain nombre d'années, vous seriez mort rapidement. Et là, ces machines, c'est pas Dieu qui les a créées, c'est quand même la main de l'homme qui l'a fait. Voilà, je sors de ce contexte, parce que je le dis, moi je ne suis ni un philosophe, ni un théologien, ni un spécialiste d'éthique. Je suis d'abord un citoyen qui se bat pour une loi qu'il estime être une loi républicaine et une loi laïque. Alors, nous estimons qu'aujourd'hui, justement, l'autonomie de la personne, la possibilité pour la personne de décider, et ça peut être dans d'autres domaines, mais je sais que vous avez traité ça sur tous les autres domaines, donc en tout cas sur celui de la fin de vie, on voit bien que celui qui est en fin de vie n'est pas au centre des décisions. Et c'est pour nous ça le problème. Vous évoquiez tout à l'heure les lois Leonetti. Je rappelle quand même qu'il y en a eu 3, on l'oublie toujours, mais il y a quand même eu une loi en 2005 et il y a eu aussi une loi en 2010. Tout le monde l'a oublié, justement, il y a ce fameux congé d'accompagnement dedans. C'était après l'affaire Chantal Sébir, qui n'était pas très loin d'ici, cette dame qui avait un cancer du sinus et ce qui demandait à ce qu'on l'aide. Et puis la 3e loi de 2016. Alors, le problème de ces lois, c'est que contrairement au discours qui nous est toujours fait, la personne malade n'est pas au centre des décisions. Et que la fin de vie est traitée toujours d'une manière médicale. D'ailleurs, moi, je sais ici énormément de médecins et pour lesquels j'ai beaucoup de respect, qui nous permettent, moi qui ai eu pas mal de problèmes de santé dans ma vie, je ne vais pas reprocher aux médecins d'exister, bien au contraire. Mais je trouve que sur cette question, on a malheureusement trop médicalisé la question de la fin de vie. D'ailleurs, il suffit de regarder tous les rapports qui ont été faits ces 10 dernières années, l'ont tous été par des professeurs de médecine. Pas de souci, mais la question de la fin de vie, c'est pas une question médicale. C'est d'abord une question éthique, c'est une question citoyenne, c'est peut-être philosophique, vous nous direz ça tout à l'heure, mais c'est votre décision à vous. Et pourquoi ne confier toujours l'émission à une même catégorie de personnes qui forcément pensent, bien sûr aussi en citoyen, parce qu'un médecin va aussi mourir. Ça, c'est aussi une évidence. 100% d'entre nous allons mourir. J'espère pas vous annoncer de mauvaises nouvelles aujourd'hui, mais qui évidemment le voient d'une manière aussi professionnelle. Et ça, c'est le grand problème de ces dernières années. Et on voit bien que, en tout cas, dans les lois Leonetti, eh bien, c'est plus les gens qui sont autour du lit, contrairement à ce qu'ils nous ont dit, qui sont au centre de la décision, plutôt que réellement la personne qui meurt. Alors, je vais d'abord vous montrer comme quoi on ne décide pas tant de choses que ça en fin de vie dans notre pays. J'évoquais tout à l'heure les soins palliatifs. Les soins palliatifs, tout le monde aujourd'hui, je pense que si on a un consensus dans cette salle, c'est bien sûr sur l'accès universel aux soins palliatifs. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'à peine 20 à 25% des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs et qu'à peine 40% des personnes en fin de vie qui en auraient besoin peuvent bénéficier au moins d'un acte de soins palliatifs. Eh bien là, c'est une inégalité absolument profonde et qui prouve une fois de plus que sur la question de la fin de vie,
eh bien, c'est pas nous qui décidons, parce qu'il faut d'abord mourir au bon moment ou avoir des bonnes relations pour se retrouver dans une unité de soins palliatifs. Une inégalité sur le pays, et je ne parle même pas de la France d'outre-mer. Quand vous pensez quand même qu'en Guyane, qui est quand même un département français d'Amérique, il n'y a pas une unité de soins palliatifs. En Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a pas un lit identifié en soins palliatifs. Donc on voit que dans ce domaine-là, quand on nous dit le choix et qu'on nous parle depuis 10 ans, autant des soins palliatifs pour nous dire à quel point il faut que ce soit accessible et sur lesquels, je le rappelle, je suis tout à fait d'accord, mais où sont les moyens? Alors, pareil, je ne veux pas être caricatural, bien sûr que ça a progressé, mais globalement, quand on voit ces 25%, ils sont, voilà, on a progressé de 4 à 5% depuis quelques années. Quand on nous parle des lits identifiés en soins palliatifs qui ont, eux, beaucoup progressé, on sait que beaucoup sont des inscriptions budgétaires. Même l'ancien observatoire sur la fin de vie, qui est loin d'être proche de la DMD, avait reconnu que beaucoup de ces lits n'existaient pas. Donc on voit bien que, malheureusement, sur cette question-là, et je le disais tout à l'heure, c'est le problème du fait que la question de la fin de vie, quand il n'y a pas une affaire, on s'en fout, et elle n'est pas dans le débat public comme elle devrait l'être, eh bien les moyens ne sont pas à la hauteur. D'ailleurs, depuis 10 ans, depuis la première loi Leonetti, je vous rappelle quand même qu'il y a eu 6 années sans plan de soins palliatifs. C'est bien d'en avoir parlé. 6 années sans plan de soins palliatifs. Et je ne vous parle pas du dernier qui était très bien, là on attend prochain, parce que là il est fini, celui de Marisol Touraine, c'était quand même moins de 200 millions d'euros. Est-ce que c'est avec ça qu'on va arriver à l'accès universel, sachant qu'il y a des pays autour de chez nous qui ont un accès qui est beaucoup plus facile? Je vais vous donner 2 pays, alors vous allez dire, il le fait exprès, les Pays-Bas et la Belgique, je suis désolé, c'est les 2 premiers pays qui ont légalisé l'euthanasie en Europe. Mais dans ces pays-là, il est plus facile d'aller dans les soins palliatifs que dans notre pays. Et donc l'argument de certains qui nous disent dès qu'on légalise l'euthanasie, il n'y a plus de soins palliatifs, c'est faux. En tout cas, force est de constater que la liberté, l'autonomie des Français en matière de soins palliatifs, aujourd'hui, elle n'est pas assurée. Et que là, c'est bien qu'on ait tous un consensus là-dessus. Ce serait bien que demain, il y ait des crédits là-dessus. Sur l'acharnement thérapeutique, deuxième point, dont c'est chacune et chacun d'entre vous qui sont les premières victimes. Alors on appelle ça maintenant d'une manière pudique l'obstination déraisonnable. C'était aussi un point de consensus. C'est, je crois, aussi un point de consensus où tout le monde reconnaît qu'il n'est pas normal de s'acharner sur quelqu'un. Mais dans la réalité des choses, on constate que les choses continuent. Regardez le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental qui nous dit que 50% des chimiothérapies sont faites dans les 15 derniers jours de la vie. Est-ce que certaines peuvent s'expliquer? Mais 50%, quand on sait quand même les conséquences qu'ont ces chimiothérapies. Monsieur Leonetti, que vous évoquiez tout à l'heure lui-même dans son dernier rapport, reconnaît que dans un certain nombre d'EHPAD, on force des gens à la fois contre la loi de 2002, la loi Kouchner sur les droits des malades, et puis contre ses propres lois, à se soigner alors qu'ils ne veulent plus. Certains s'arrachent leur perfusion, refusent d'être alimentés, d'être hydratés. C'est une réalité. Et qu'y a-t-il d'ailleurs dans les 3 lois Leonetti sur les EHPAD, pour accompagner les personnels, pour accompagner les aidants qui vivent des choses extrêmement difficiles? Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un article dans ces lois sur les EHPAD et sur la formation notamment des personnels qui sont en souffrance et qui en auraient bien besoin. Et ça n'étonne personne. Moi, je dis aussi que dans ce domaine-là, comment nous dire que ces lois sont si magnifiques quand on n'a même pas pensé à régler un problème dans les EHPAD où on sait qu'un certain nombre de personnes y meurent et où on sait aussi que maintenant, beaucoup ont pris l'habitude de, dès qu'une personne, un résident est trop malade, on l'envoie à l'hôpital pour s'en débarrasser, ce qui pose un problème aussi à l'hôpital. Et puis, bien sûr, on sait la violence que c'est quand on arrive à l'hôpital. Et je dirais aussi que l'acharnement thérapeutique arrive aussi avec les nouvelles lois. La sédation terminale, moi pareil, je trouve que c'est une solution. D'ailleurs, en Belgique, c'est 10% des morts. Sauf qu'il y a une espèce de protocole. C'est-à-dire que ça peut être fait. Vous savez, la sédation terminale, on dit que c'est pas de l'euthanasie, mais on vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. La seule chose, on arrête de vous alimenter, de vous hydrater, et selon l'équipe médicale que vous avez, eh bien, ça va plus vite ou moins vite. Mais il y a des sédations terminales qui durent 3 semaines. Donc, tous les jours, à la DMD, on a un service ADMD écoute, et on a tous les jours des familles qui nous appellent pour nous dire, écoutez, nous on n'en peut plus, notre proche, ça fait 15 jours qu'il est dans cette situation, on nous dit qu'il ne souffre pas, alors il est bourré d'escarres, il s'étouffe, etc. Moi, je n'ai pas de certitude qu'il souffre. Il y a des signes cliniques quand même. Et on ose nous dire en face, sans aucune
étude scientifique que dans le cadre d'une sédation qui dure des semaines, on ne souffre pas. Eh bien moi, je trouve que c'est assez grave de nous dire ça. Et donc la sédation de la loi Leonetti, c'est une solution, mais pour des gens qui vont mourir dans les heures qui suivent, dans les 24 heures. Après, ça devient une forme d'acharnement thérapeutique. Et je regrette sur ce débat, d'ailleurs, qu'on n'arrive pas plus à avancer sur cette question. Donc vous voyez très bien que aussi là-dessus, quand on dit « ma mort m'appartient », eh bien, en l'occurrence, on voit que là, dans le cadre de cet acharnement thérapeutique qui continue, on est loin de décider. Alors, je vais aller vite parce que je pense que j'ai peut-être... il me reste combien de temps ? 2 minutes. Bon, sur les... mais c'est le jeu, hein, c'est normal. Sur les directives anticipées, je ne vais pas m'éterniser. Nous battons. Les directives anticipées, c'est la possibilité pour chacune et chacun d'entre vous d'écrire ce que vous souhaitez dans le cas où vous ne pourriez plus vous exprimer. Ce qui aurait résolu l'affaire Vincent Lambert, puisque s'il avait écrit ce qu'il disait... Enfin, c'est ce que son épouse et ses proches disent, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas souhaité continuer de vivre dans ce coma-là. Aujourd'hui, on n'en serait plus là. Et je rappelle aussi que la DMD avait fait une proposition très concrète lors de la dernière loi Leonetti, mais que M. Leonetti n'a pas souhaité entendre. Et je trouve que c'est bien dommage. Vous savez, en Belgique, ils ont réglé le problème de l'affaire Vincent Lambert il y a bien longtemps. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas de directive anticipée, qui n'a donc pas de personne de confiance, qui n'a pas exprimé sa volonté de son vivant, bien la loi exprime qui décide. Parce que nous estimons que ce n'est pas le médecin qui doit décider. D'ailleurs, la plupart des médecins, ils n'en demandent pas autant. Sauf qu'on voit qu'en France, c'est souvent les médecins qui décident, souvent contre eux, parce qu'on leur donne un poids qui n'est pas eux. Eh bien, eux, ils ont prévu dans la loi. En premier, c'est l'épouse, le mari ou le conjoint. S'il n'y a pas d'épouse, de mari, de conjoint, c'est les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, etc., c'est les parents. Et tout ça en succession. C'est-à-dire que si on avait la loi belge, les parents ne pourraient pas s'opposer à la volonté de l'épouse. Et franchement, ça résoudrait bien des problèmes. On n'a pas voulu le mettre et c'est bien dommage. Mais on voit que les directives anticipées, aujourd'hui, elles ne sont pas totalement opposables, puisqu'un médecin peut estimer qu'elles sont manifestement inappropriées. Alors, l'immense majorité des médecins ne va pas l'utiliser d'une manière, évidemment, contre son patient. Mais je suis désolé, on est dans une société où il y a des gens qui ont un certain nombre de conceptions, notamment religieuses, qui vont vouloir les imposer. Et donc qui vont estimer que, parce qu'une directive anticipée, quand vous en avez une sédation terminale, et d'ailleurs à l'étranger, quand on parle de la France, on dit qu'elle a légalisé l'euthanasie active indirecte. Pour beaucoup, puisque la personne ne va jamais se réveiller, c'est une forme d'euthanasie, ils sont opposés. Comme on ne leur a pas donné de clause de conscience dans la loi, eh bien certains vont pouvoir estimer que ça c'est manifestement inapproprié, et vous verrez. Dans les années qui viennent, nous aurons un certain nombre d'affaires autour de ça. Donc on voit bien que, encore clairement, sur une affaire où là aussi il y avait un consensus, on n'a pas donné tout le pouvoir à la personne. Alors, je vais terminer en disant qu'il faut aussi faire très attention. Vous savez, on va, et nos experts philosophes vont nous parler du suicide, etc. Mais ici, on pousse les gens à se suicider. Vous savez, on a le plus fort taux de suicide de la zone OCDE chez les personnes âgées. Alors évidemment, ce n'est pas les taux qu'ont le Japon ou la Corée du Sud, mais eux, c'est surtout le suicide des jeunes. Parce que chez nous, il y a beaucoup de gens âgés et malades, et les grands malades, qui, comme ils savent qu'ils ne pourront pas mourir comme ils souhaitent, se suicident souvent prématurément, parce que vous savez, souvent vous pensez qu'il vous reste 6 mois à vivre, mais... Tout ça, la médecine n'est pas une science exacte. Certains vont mourir en 15 jours et d'autres, 2 ans plus tard, sont encore là. Sauf que quand vous savez que vous avez, je sais pas, une maladie de Charcot, qu'après vous n'allez pas pouvoir vous-même faire ce que vous souhaitez, vous vous suicidez prématurément et puis violemment. Parce que 52% des suicides en France sont par pendaison. Seulement 15% des gens ont les médicaments pour partir sans souffrance. Et ne l'oublions pas, nos lois actuelles aujourd'hui poussent des gens à se suicider alors qu'ils pourraient vivre peut-être des moments apaisés autour de leurs proches. Et puis, ces morts sont difficiles parce qu'on a beau nous dire le suicide est légal en France, sauf que comment vous faites ? Pour avoir les médicaments, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'on vous donne comme perspective ? Simplement vous tuer d'une manière violente. Puis en plus, soyez pas aidés, parce que si quelqu'un vient vous aider, il risque de se retrouver devant les tribunaux. Donc on voit bien que ce droit de disposer de son corps, de disposer de sa mort, eh bien, en France, malheureusement, nous en sommes loin, même s'il y a, je crois, un mouvement favorable à cette liberté qui n'enlève rien à personne. Je rappelle le droit de dire « ma mort m'appartient », c'est peut-être aussi en disant « la mort appartient à Dieu, mais
voilà, moi je souhaite que ce soit ainsi. Dans une république laïque, toutes les volontés doivent être entendues, et c'est pour ça que la loi pour laquelle je me bats, je vous le dis, c'est une loi qui donne une liberté supplémentaire. C'est une loi qui place vraiment le citoyen au centre de la décision, et je crois que c'est aujourd'hui important. En tout cas, c'est une loi qui élève la société, parce que donner des droits, qui n'enlèvent rien à personne, qui permettent de traiter beaucoup plus humainement la question de la fin de vie, eh bien oui, je crois que ça élève vraiment la société, et c'est pour ça que le militant que je suis se bat pour pouvoir dire un jour « ma mort m'appartient ». Je vous remercie. Merci Jean-Luc Romero. Je vais rebondir sur la question du discours militant ou pas. Je pense qu'on n'est plus dans le débat sur la question du discours militant, mais tout simplement sur le discours de témoignage. C'est-à-dire que ce que vous portez, et sans que je me désimpartisse de mon rôle de modérateur, nous le recevons tous les jours dans les espaces régionaux de réflexion éthique. C'est-à-dire que les appels de professionnels, les appels de patients, les appels de citoyens qui, dans les territoires, sentent les décalages que vous évoquez, sont des concrétudes quotidiennes. Donc effectivement, je vous remercie pour votre exposé parce qu'il place les éléments du débat par rapport à un paradigme qui était présenté dans une loi, en l'occurrence, et qui pose le décalage de l'intentionnalité par rapport à la réalité de la vie des gens. Et sans en faire un débat quotidien, mais on voit comme ce qui se passe dans notre pays, c'est donc un des sujets de notre pays, c'est-à-dire on ne peut afficher des principes que s'ils sont mis en œuvre. Et c'est vrai que l'accès à la médecine palliative, je vous remercie de l'avoir porté, reste, selon moi, un des pans majeurs de l'inadéquation entre ce que l'on raconte au public et la réalité de ce qu'il vit au quotidien. Voilà. Et ça, c'est une forme de souffrance, voire même de barbarie, il faut le dire. Les EHPAD, je suis partie de ceux qui travaillent beaucoup avec les EHPAD, nécessitent effectivement une culture, une formation et des moyens. Il y a aussi des moyens. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, vous avez vu que la question de l'autonomie, de la liberté, de la nature de la mort, de qui appartient son corps, sont aux frontières des propos de Jean-Luc Romero. Et donc je pense qu'Éric Fourneret, sur cet angle-là ou sur d'autres, a forcément des éclairages à nous apporter. Oui, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Et moi aussi, je remercie les organisateurs pour cette invitation. C'est ravi d'être là, donc beaucoup de bonheur d'être là dans ce forum européen de bioéthique et très flatté également. Vous l'avez souligné, M. Romero, vous avez un discours militant. Moi, en tant que philosophe, j'ai plutôt un discours d'analyste. J'essaie d'analyser une problématique qui est celle de la fin de vie et de l'euthanasie et du suicide assisté. Et en tant que philosophe, ce qu'on peut remarquer assez rapidement, je reste centré sur le débat français essentiellement, c'est que le débat français tourne autour du droit exclusivement. C'est-à-dire que la question qui se pose depuis des années et des années, c'est celle de savoir si l'euthanasie et le suicide assisté peut être érigé sous la forme d'un droit individuel, ce pourquoi votre association et vous-même militez. Et donc, la question du droit, sauf que la question du droit, en dépit d'être très importante, ne ramasse pas tous les enjeux de la problématique de l'euthanasie et du suicide assisté. D'abord parce que le droit est une sphère bien différente de la sphère de l'éthique. Donc la façon dont on répond en termes de droit, on ne répond pas de la même façon en termes d'éthique. Que le droit et que l'éthique dialoguent, c'est ce dont on ne peut pas douter, mais que le droit et l'éthique se confondent, c'est ce dont on peut douter très fortement. Un exemple, c'est que les lois qui statuaient le sort des Juifs sous le régime de Vichy pendant la France de l'occupation étaient légales, c'était tout sauf éthique. Donc autrement dit, ce n'est pas parce qu'on érige un droit nouveau que forcément ça fait de ce droit un droit qui est éthique. Voilà. Et c'est donc tous les droits ne sont pas forcément un progrès au niveau social. Ce qu'il y a d'embêtant aussi, c'est que se focaliser sur la question exclusivement du droit, donc sur l'appareil juridique, c'est laisser de côté, donc, comme je le signifiais, des enjeux éthiques très importants. C'est se centrer sur la liberté individuelle, autrement dit sur la liberté dans sa dimension politique, et ça laisse de côté un autre versant de la liberté, au moins tout aussi important, si ce n'est plus important, ce qu'en philosophie on appelle la liberté au sens métaphysique, c'est tout simplement la liberté de vouloir, la volonté libre, la liberté de la volonté. Et la question qui se pose, et qui à mon sens est même antérieure, primordiale par rapport à la question du droit, c'est celle de savoir si nous sommes libres de vouloir mourir.
Alors on a là deux positions philosophiques qui vont s'affronter. D'un côté, on va avoir les déterministes, une position radicale qui va soutenir que nous vivons dans un monde qui est régi par les lois de causalité. Autrement dit, la volonté n'est pas un empire dans un empire. Il n'y a aucune raison d'imaginer que la volonté soit une exception dans l'univers. Il y a aussi un enchaînement de causes qui nous détermine à vouloir mourir. Donc, à la façon un peu de Spinoza, on pourrait dire la liberté libre, la volonté libre n'existe pas, tout simplement parce que la liberté est une illusion. Voilà. Alors l'argument est hyper massif, je le concède, et d'ailleurs c'est parce qu'il est si massif qu'il est assez peu convaincant. Et de l'autre côté, on a son versant qui n'est pas moins radical qu'il est tout autant, c'est celui du libertarianisme. Le libertarianisme, c'est soutenir une thèse de la liberté absolue. La volonté est totalement libre de vouloir ce qu'elle veut. Mais sauf que, évidemment, on oublie une chose très importante, et ça c'est un petit raisonnement de logique, c'est que la liberté est au moins déterminée par elle-même. Autrement dit, il y a bien une cause qui détermine la volonté, c'est la volonté qui se détermine elle-même à vouloir quelque chose. Autrement dit, même dans cette volonté totalement libre, il y a une forme d'enchaînement causal. Alors, comme je l'ai indiqué, ces deux positions sont assez massives, et parce qu'elles sont si massives, elles sont assez peu convaincantes d'un point de vue éthique, et surtout, elle manque, à mon sens, toute la complexité et la subtilité de la problématique de l'euthanasie et du suicide assisté. Par exemple, on peut vouloir être euthanasié à son corps défendant, à contre-cœur. On peut le vouloir sous l'emprise de représentations sociales négatives relatives à certains états de santé, comme la maladie ou le handicap, ou on contre tout simplement des représentations négatives par rapport à certains âges de la vie, comme la vieillesse. Alors, il ne s'agit pas là de mettre en avant des contraintes physiques, mais plutôt du cas où la personne reconnaît que l'euthanasie exprime le contenu de sa volonté, mais cette volonté répond à une contrainte qui lui fait violence. L'euthanasie, à ce moment-là, entre en conflit avec des motivations selon le principe du moindre mal. Et je vais donner un exemple assez connu, celui qu'on appelle le choix de Sophie. Sophie, c'était une maman enfermée dans les camps de la mort, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était prisonnière avec ses deux enfants, et évidemment, avec toute sa perversité qui le caractérise, un officier nazi lui demande de choisir lequel de ses deux enfants va être exécuté. Alors évidemment, en réalité, Sophie n'a de choix qu'entre des solutions qui sont toutes détestables. Ou bien elle choisit l'un de ses deux enfants, ou bien elle fait le choix de ne pas choisir, mais ces deux enfants vont être exécutés. Alors il en va de même, en quelque sorte, avec l'euthanasie. Celui qui veut être euthanasié n'a de choix qu'entre des solutions détestables, la douleur ou la mort, la souffrance ou la mort, l'abandon social ou la mort, la dépendance ou la mort. Il y a donc assez peu de chances, on le voit présenté ainsi, que dans de telles circonstances, on puisse avoir en face une volonté qui soit totalement libre quand elle s'exprime pour dire qu'elle veut mourir. Alors, si je ne suis pas souverain de ma volonté, comment pourrais-je imaginer être souverain sur mon corps? Et c'est pourquoi le véritable enjeu de l'euthanasie est la création des conditions pour qu'une volonté s'exprime librement. Or, il y a quelque chose qui relèverait presque de la fourberie mentale à laisser croire qu'il suffit de laisser une subjectivité se déployer pour qu'elle s'exprime librement, comme si elle pouvait être totalement spectatrice d'elle-même, pour identifier quelles sont ses motivations, quels sont ses désirs. Se rendre visible à soi-même, c'est se séparer à soi-même, de soi-même. Cette capacité de séparation de soi avec soi, c'est ce dont on peut douter aussi très fortement. Et Auguste Comte, fondateur du positivisme scientifique, a cette phrase que je trouve tout à fait formidable, quand il parle de l'introspection, c'est-à-dire pouvoir se séparer de soi-même, savoir quelles sont mes motivations en tant qu'individu. Il explique « on ne peut pas se mettre à la fenêtre pour se regarder passer dans la rue ». Donc, si la volonté de mourir doit faire une sorte d'examen, elle ne peut pas le faire seule. Et que s'il y a un choix personnel pour l'euthanasie, ça ne peut pas être un choix seul. Parce que finalement, tout individu humain n'est pas seul au monde. C'est un choix qui a des effets sur la société, qui a d'abord des effets sur son entourage. Et on le voit très bien, pour avoir largement étudié la question, on voit très bien comment même les associations en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas impliquent les proches dans la demande personnelle d'euthanasie. Parce que finalement, ce choix personnel se fait avec les autres. C'est
Ce n'est pas après 10 minutes de réflexion avec son médecin, ce n'est pas 10 minutes qui sont prises comme ça, par-ci, par-là, dans les entretiens, comme j'ai pu le voir avec le professeur Sicard, quand nous avons parcouru l'Europe et quand nous sommes allés aux États-Unis aussi, pour regarder, observer les procédures d'euthanasie, de suicide assisté. Ce n'est pas ces petits moments qui permettent de pouvoir évaluer une volonté, si elle est libre ou pas, quand elle s'exprime en faveur de la mort. Ça demande un travail qui est très long, et qui ne commence pas quand nous sommes dans une situation de crise, qui commence bien avant. Vous avez parlé des directives anticipées, je vous rejoins aussi sur cette question, les directives anticipées comme un outil justement pour introduire le dialogue avec soi-même, et encore une fois, j'insiste sur cet aspect-là, c'est un dialogue avec soi-même en compagnie des autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choix personnel qui se fasse seul. Et ce long travail eh bien, doit conduire à un moment à mettre à l'épreuve cette volonté qui s'exprime en faveur de l'euthanasie. Elle doit le mettre à l'épreuve. Mettre à l'épreuve, ce n'est pas être contre. C'est tout simplement tester, un peu comme en science. On a des hypothèses, on teste les hypothèses, et à mesure que les hypothèses résistent à l'épreuve, ça devient une théorie. Et donc à mesure que la volonté pour l'euthanasie, qui résiste à l'épreuve, eh bien, en avançant progressivement, elle s'affirme de plus en plus comme une volonté libre. Ce qui est extrêmement important, à mon sens, c'est que les causes qui nous déterminent à vouloir mourir, qu'elles puissent devenir, grâce à cette délibération personnelle avec les autres, devenir des raisons. Si les causes restent des causes, alors nous sommes déterminés et nous sommes plus libres. Si les causes deviennent des raisons, alors c'est une volonté libre qui est en train de s'exprimer parce que les causes ont été évaluées, mises à l'épreuve, examinées, et nous pouvons les justifier. Elles correspondent avec ma philosophie de la vie. Autrement dit, je suis en adéquation, même si je peux être déterminé, mais je suis d'accord à ce que je sois déterminé à vouloir mourir. Donc un choix égoïste, parce que se sacrifier pour ne pas être une charge pour les autres, c'est finalement pas un choix personnel, c'est un choix pour les autres, donc ce n'est pas un choix personnel. Mais aussi, si on décide de rester en vie pour ne pas faire de la peine à ses proches, eh bien, c'est aussi un sacrifice pour les autres, et donc c'est tout sauf un choix personnel. Donc on voit bien comment la délibération sur les causes qui nous déterminent à vouloir mourir, pour qu'elles deviennent des raisons, eh bien, est absolument nécessaire. Et il me semble que, et j'en terminerai là-dessus, Arthur Schnitzler, le romancier allemand, décédé depuis longtemps, a parfaitement résumé cette problématique de l'euthanasie et du suicide assisté quand il a écrit « Y a-t-il une oreille assez fine pour entendre les soupirs des roses qui se fanent ?» Merci de votre attention. Merci Éric Fourneret de nous introduire quelques éléments de complexité nécessaires. Vos propos m'évoquent, moi, les échanges que j'ai eus avec des représentants d'associations de patients dans mon modeste territoire normand, qui me disaient, ça fait certainement le lien entre Jean-Luc Romero et vous, je ne veux pas forcément vous unifier dans la pensée, hein, gardez vos différences surtout, mais qui me disaient, les directives anticipées, il manque quelque chose pour les qualifier, ces directives anticipées co-construites et partagées. Et je pense que, effectivement, ce partage du sens, de la co-construction, ferait, pour répondre à Jean-Luc Romero, du moins à son interrogation, que peut-être, effectivement, ce qu'on peut appeler l'excès de pouvoir, alors non pas des médecins, parce que je les défends un peu, mais du système de santé ou de la façon dont la société a conféré aux médecins ce droit, du coup, eh bien, pourrait disparaître. C'est-à-dire que dès lors que les co-constructions seraient collectives, familiales, voire sociétales, il me semble que les directives anticipées prendraient une légitimité du coup d'autant plus importante. C'est ce que m'évoque votre réflexion. Et puis, en pendant avec ce qu'a dit Jean-Luc Romero, vous avez évoqué beaucoup la question de la temporalité. Et autant je rejoignais ces situations, à mon avis, contestables et à condamner, des sédations profondes qui durent des semaines et qui du coup sont des formes effectivement d'acharnement, autant le réductionnisme au temps court de la décision de fin de vie par rapport à ce que vous nous énoncez pose aussi question. C'est-à-dire qu'il faut trouver la juste temporalité. Mais encore une fois, je ne pense que ce soit ni à la loi ni à une norme décrétée, puisque cette temporalité va être singulière en fonction de l'histoire de chacun. Une fois qu'on a dit ça, nous avons à la tribune un Suisse. Alors d'abord, Bernard Bacci est professeur de philosophie à la faculté de Genève, à l'université de Genève. Deuxièmement, il est suisse. Et troisièmement, en arrivant à la tribune, il me dit « Est-ce que bien que philosophe, je peux faire du droit ?» Alors, il ne va même pas nous faire du droit, je vous rassure, mais je pense qu'il y a quand même un regard
spécifique à porter eu égard à ce que dit la loi suisse, eu égard à des histoires et des cultures très différentes, sur la décision publique, sur la place du citoyen dans les processus politiques, et puis plus largement sur une conception de la liberté qui n'est peut-être pas tout à fait la même qu'Éric Fourniret, mais qui va nous intéresser. Donc merci à Bernard d'être avec nous. Merci Grégoire et merci à vous tous. J'espère que vous ne mangez pas trop de petits Suisses. Je vous assure, je suis assez peu comestible, mais bon, tâchez en tout cas d'être... Voilà. Merci de filer la métaphore. Bon, j'avais posé cette question à Grégoire sur le droit, mais non pas que je veux faire du droit, mais je me suis dit peut-être qu'à la fin de mon exposé, je peux vous dire en 2 mots ce que dit le droit suisse, parce que c'est un pays dans lequel le suicide assisté n'est pas poursuivi depuis le 19e siècle déjà, donc il y a une ancienne histoire. Mais auparavant, comme je suis philosophe, je ne peux pas m'empêcher de reprendre un peu à la racine la question de « à qui appartient ma vie ?» qui a déjà été un petit peu abordée, mais bon, je pense que je vais dire va un petit peu tisser des liens entre les 2 exposés. Puis on verra à la fin si je suis d'accord ou pas avec Éric. Moi, j'ai l'impression que je suis en bonne partie d'accord quand même. Mais bon. Alors, à qui appartient ma vie? Qui en est le propriétaire? Vous savez que dans le cours de l'histoire, et bon, nous autres philosophes, on aime bien faire un peu d'histoire, donc je vais vous citer quelques auteurs, philosophes célèbres, qui ont donné des réponses à cette question. Le premier, c'est Platon, qui nous dit « Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons au Dieu ». Et c'est la question que se pose Socrate peu avant. Il était condamné à mort, mais c'est une condamnation à mort par suicide, comme celle de Sénèque d'ailleurs plus tard. Et il y a ce petit dialogue entre Sébès, qui est un grec, et Socrate. Sébès demande à Socrate « Dis-nous donc sur quoi l'on peut bien se fonder quand on prétend que le suicide n'est pas permis ?» Et Socrate répond « Nous autres hommes, nous sommes comme dans un poste, d'où l'on n'a pas le droit de s'échapper ni de s'enfuir. Ce sont des dieux qui s'occupent de nous, et nous autres hommes, nous sommes un des biens qui appartiennent aux dieux. » Ça a été dit, nous appartenons aux dieux. Toi-même, c'est assez intéressant, là, je ne la commenterai pas, mais la comparaison, toi-même, si l'un des êtres qui sont à toi, si l'un de tes esclaves, se tuait lui-même, sans que tu lui eusses notifié que tu voulais qu'il mourût, ne lui en voudrais-tu pas? Et ne le punirais-tu pas si tu avais quelque moyen de le faire? C'est intéressant, il y a déjà toute la problématique qui est là-dedans. Première réponse, nous appartenons aux dieux. Deuxième réponse, nous appartenons à l'État ou à la société. C'est l'argument de Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Voilà ce qu'il dit. La partie c'est l'individu, partie par rapport au tout. La partie en tant que telle est quelque chose du tout. Or, l'homme est dans la société comme une partie dans un tout. Tout ce qu'il est appartient donc de quelque manière à la société. Par le suicide, l'homme se rend donc coupable d'injustice envers la société à laquelle il appartient. Deuxième réponse donc. Troisième réponse, nous appartenons au genre humain. C'est mon compatriote Rousseau qui l'a dit. Voilà ce qu'il dit dans la Nouvelle Héloïse. Le suicide est un vol fait au genre humain. Ignores-tu que tu ne saurais faire un pas sur terre sans y trouver quelques devoirs à remplir et que tout homme est utile à l'humanité par cela seul qu'il existe? Bon, il faut quand même signaler qu'il s'adresse à quelqu'un qui veut se suicider par dépit amoureux. Ce n'est pas le suicide en général. Et effectivement, on peut penser qu'il y a... Enfin, je ne vais pas dire qu'il y a des causes plus ou moins nobles, c'est un autre débat que je ne vais pas ouvrir ici. Bien, vous voyez, donc 3 réponses classiques et 3 réponses, bon, celle de Rousseau du XVIIIe, mais 3 réponses qui dénotent quand même une société beaucoup plus, on dirait presque communautarienne de nos jours. Mais c'est un terme qui est difficile à utiliser, mais des sociétés dans lesquelles l'individu ne s'appartient à lui-même, donc dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés individualistes. Parce qu'il y a une réponse individualiste, et je ne prends pas ça en mauvaise part quand je dis individualisme, mais qui met l'individu en priorité par rapport à la société, qui est dans le fond la position des droits de l'homme. La position des droits de l'homme, c'est de dire qu'on n'a pas le droit de sacrifier certains intérêts humains de l'individu, la vie, la santé, etc., à des buts collectifs. L'individu, dans certaines situations cruciales, prime par rapport à la société. Et ça, c'est une conception évidemment moderne qui remonte au XVIIe siècle, en gros, à John Locke, et qui dit que dans le fond, si je m'appartiens à moi-même, ma vie m'appartient. Et c'est une position qui est ma position, mais je ne vais pas argumenter longuement, parce que je ne vais pas vous faire une conférence, et les philosophes sont bavards, comme vous savez. Donc c'est une position qui est basée, comme l'a dit Éric, sur la liberté ou l'autonomie, parce que, et là je reprends un ancien auteur, seuls les esclaves ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, c'est Aristote qui le disait,
et nous ne sommes pas des esclaves. Nous nous appartenons à nous-mêmes. Donc la position de la liberté humaine, de l'autonomie, est une position basée sur l'individu, mais c'est aussi une position qui est une position par défaut dans une société pluraliste. Nous vivons dans une société où nous sommes en désaccord profond sur un certain nombre de valeurs fondamentales. Sans aller jusqu'à dire, comme Engelhardt, un des fondateurs de la bioéthique contemporaine qui est mort l'année passée, que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles il n'y a plus que des étrangers moraux. Dieu merci, nous avons encore un certain nombre de valeurs en commun. Mais sur le début de la vie et la fin de la vie, nous sommes profondément divisés. Quand on est divisé, la position par défaut, c'est de laisser la liberté à chacun, dans la mesure, bien sûr, il ne fait de tort à personne. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, il y a à mon avis, deux arguments importants en faveur de dire que je suis propriétaire de moi-même. C'est un, je ne suis pas un esclave, et deux, eh bien, c'est le moyen de vivre ensemble que d'affirmer la liberté de chacun. Alors, bien sûr, on nous dira, bon, être autonome, oui, mais l'autonomie, attention, les gens ne sont jamais vraiment autonomes, ils sont sous l'empire de toutes sortes d'émotions, de toutes sortes de passions, de toutes sortes de pressions. C'est vrai. Mais être autonome, ça ne veut pas dire être un individu totalement libre, comme le disait Éric, tout-puissant. Être autonome, ça veut dire que c'est à moi de décider. Être autonome, ça veut dire que j'ai l'autorité pour décider et personne n'a une autorité pour m'imposer une décision. Bien sûr, il y a des conditions à l'autonomie. Il faut quand même que je sois dans un certain état psychologique pour pouvoir être autonome, mais je n'ai pas besoin d'être entièrement autonome pour pouvoir prendre une décision. Il suffit que cette décision me concerne et que j'ai les capacités suffisantes pour pouvoir, comme l'a dit encore Éric auparavant, pouvoir en rendre raison, pouvoir l'expliquer, pour pouvoir argumenter. Or, si ma vie donc m'appartient, je peux décider d'y mettre fin. C'est aussi simple que ça. Le suicide ne saurait être interdit. Il l'a été pendant longtemps dans nos sociétés. Il ne l'est plus depuis plus d'un siècle. Parce que, dira-t-on, même si la vie est un don divin, alors elle m'appartient. Comme disent les enfants dans la cour de récréation, donner c'est donner, repris c'est voler. Mais si le suicide est licite, et là je deviens un peu helvétique, si j'ose dire, si le suicide est licite, aider quelqu'un à accomplir un acte licite sera aussi licite. C'est l'argument qui a rendu licite l'aide au suicide en Suisse à la fin du XIXe siècle. Et cet argument m'apparaît comme imparable. Bien, si c'est un acte libre, bien évidemment, un acte libre ne doit pas toutefois être commis sans de bonnes raisons, puisque, somme toute, ce qui caractérise les personnes humaines, comme vous et moi, c'est leur capacité à donner des raisons pour ce qu'ils font et à rendre raison de leurs actes. C'est ce qui fait que nous sommes des sujets moraux, à la différence des animaux et peut-être des robots, mais on ne sait pas pour combien de temps. On en a parlé hier. Alors la question, bien sûr, se pose ensuite, mais pour quelle raison mettre fin à sa vie? Et généralement, comme vous le savez, sont pour des raisons liées à la qualité de vie. Et là aussi, on le sait depuis longtemps. Le philosophe David Hume, XVIIIe siècle, a dit dans un texte sur le suicide, qu'il n'a d'ailleurs pas publié de son vivant. À l'époque, ce n'était pas extrêmement prudent de le faire. Il dit ceci, que le suicide puisse souvent être conforme à nos intérêts et à nos devoirs envers nous-mêmes, personne ne peut le mettre en doute. S'il estime que l'âge, la maladie ou les malheurs peuvent faire de la vie un fardeau et la rendre pire même que l'annihilation. Je pense que personne n'a jamais abandonné la vie tant qu'elle gardait de la valeur, tellement grande est notre horreur naturelle de la mort. Alors, on pourra peut-être en discuter, mais dans le fond, Hume nous dit, mais peut-être parfois on a même un devoir de se suicider, un devoir de mourir. Et il y a un bioéthicien américain, John Hartwig, qui, dans les années 90, j'allais dire 90, mais nous sommes en France, dans les années 90, qui avait publié un livre qui avait pour titre « Est-ce qu'il existe un devoir de mourir ?» Alors évidemment, c'était aux États-Unis où ça coûte très cher la santé, la fin de vie, etc. Mais c'est une question, dans le fond, qu'on pourrait se poser parce que, de certaine manière, on ne décide jamais seul, c'est vrai. Notre autonomie n'est jamais seule. Mais l'idée de devenir un fardeau pour ses proches est une idée, est un souci qui est souvent formulé. Alors, évidemment, et c'est un souci ambigu d'une certaine manière, tu vois, parce qu'on peut avoir ce souci pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais je pense que c'est un point assez important de la question.
Bien, donc, vous voyez, l'idée de la qualité de vie, dans le fond, en parlant de bioéthique, c'est la bienfaisance qui s'ajoute à l'autonomie, d'une certaine manière. Alors, on fait parfois cette objection à l'assistance au suicide et à l'euthanasie, que d'ailleurs Jean Leonetti m'avait faite lorsqu'il y a eu une petite discussion avec lui il y a quelques années, c'est qu'il faut parfois protéger l'individu contre lui-même. C'est vrai, parfois il le faut, mais quand ? Un patient, on dit, oui, mais les patients sont des êtres vulnérables, ils sont incapables de décider, etc. Mais que le patient soit vulnérable, c'est possible, c'est même souvent une réalité. Mais je pense qu'il est douteux que dans les cas habituels, cela soit une raison suffisante pour le priver d'une liberté importante et pour lui priver d'avoir autorité sur lui-même. Qui a autorité dans ce cas-là ? Par ailleurs, évidemment, c'est un argument qui peut valoir pour les personnes vulnérables, mais qui ne peut être étendu à tous les citoyens. Et il faut effectivement souligner qu'en Suisse, l'aide au suicide, ce n'est pas lié aux gens en fin de vie. Enfin, à l'origine, ça s'est passé comme ça. Il y avait un officier de l'armée à qui un ami lui a demandé son revolver pour pouvoir se suicider pour une question, ce n'est pas très clair si c'est une question d'honneur ou une question de dette ou d'amour. Et son ami officier lui a prêté son pistolet, sachant ce qu'il allait faire, il s'est suicidé. Il y a eu un procès et l'officier a été acquitté pour l'argument que je vous ai donné auparavant. Si le suicide ne peut pas être poursuivi, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre à poser un acte licite. Et la loi suisse dit simplement ceci. Alors, elle condamne l'euthanasie, l'article 114 du Code pénal, c'est très court, je vous le lis rapidement. Ça c'est l'euthanasie, celui qui cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci, sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Ça, c'est la condamnation de l'euthanasie. Et pour le suicide, c'est ceci. Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de 5 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Donc, l'aide au suicide n'est condamnée que s'il y a un mobile égoïste. Ça veut dire si on est l'héritier, en gros. Sinon, le code pénal est muet et dans le code pénal suisse, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà, j'aimerais terminer si tu me donnes encore une minute, puisque j'ai cité plusieurs philosophes, je vais citer encore un. Il n'est pas récent, c'est Sénèque dont on a parlé. On dit souvent que Sénèque s'est suicidé, ce n'est pas vrai. Néron lui a ordonné de se suicider. Il s'agit d'une condamnation à mort. Les nobles romains avaient ce privilège d'être condamnés à mort par suicide plutôt que d'être torturés et mis à mort brutalement par la main du bourreau. Donc ça n'est pas un suicide. Et d'ailleurs, la femme de Sénèque a voulu suivre son mari dans la mort et on l'en a empêchée, parce qu'elle n'avait pas été condamnée, elle. Voilà ce que dit Sénèque. Réfléchis journellement aux moyens d'abandonner paisiblement cette vie à laquelle bien des hommes s'attachent et se retiennent, comme ceux qu'un torrent emporte s'accrochent aux ronces et aux rocailles. L'humanité en général flotte misérablement entre la crainte de la mort et les afflictions de la vie. Ils répugnent à vivre et ils ne savent pas mourir. Rends-toi donc la vie heureuse en abdiquant à son égard tout souci. Alors les stoïciens sont connus pour nous proposer des idéaux inaccessibles, mais ça nous rappelle que l'éthique a pas seulement comme fonction d'énoncer des normes, des obligations, des interdictions, mais aussi de proposer des conceptions de la vie que l'on peut discuter, accepter ou refuser, et qui sont d'une certaine manière des idéaux. Je ne sais pas si celui de Sénèque est le vôtre, mais je pense qu'il y a une certaine justesse psychologique lorsqu'il nous dit que la vie, ce n'est pas facile, et la mort encore moins. Je vous remercie. Merci Bernard. Nous allons passer la parole à la salle. Alors un petit point de commentaire. C'est vrai que l'usage qui est fait du concept d'autonomie est, à mon humble avis, insuffisamment débattu dans notre société. Donc merci de le poser. Pourquoi je me permets de dire ça ? Jean-Luc Romero évoquait la loi du 4 mars 2002, issue entre autres de mouvements associatifs, de patients VIH, sur la question de la revendication d'une autonomie, la première d'ailleurs des autonomies passant par le droit à une meilleure information, à la liberté de choix et aussi l'autonomie à l'accès aux soins.
Et ça fait le lien entre les discussions. C'est-à-dire que l'autonomie est aujourd'hui éminemment contrainte si on était dans une société qui prônerait l'euthanasie sans permettre l'accès à la médecine palliative. Donc c'est vrai que cet équilibre doit être maintenu sans pour autant aller effectivement vers le discours de certains qui disent surtout pas de débat sur l'euthanasie parce que la médecine palliative répond à tout. Ça, c'est vrai aussi. Mais cette autonomie, ce qui est étonnant dans la pratique médicale, c'est qu'on la sacralise, y compris peut-être quand on enseigne mal à nos étudiants, quand tout va bien, quand finalement le choix du patient est en adéquation avec l'équipe médicale. Mais alors dès qu'il y a un refus, l'autonomie devient problématique, devient un problème. Et je pense que notre société devrait réfléchir à cet élément qui fait que chaque fois que l'autonomie ne correspond pas dans son expression à ce que le collectif souhaitait, c'est un problème. Et par ce biais-là, et ça fait le lit clinique avec ce que tu exprimes, eh bien on met des gens autour pour juger de l'autonomie du sujet. Mais de quel droit, effectivement, juge-t-on de l'autonomie du sujet? C'est la question clé, mais ce n'est pas celui de la fin de vie. C'est vrai dans le domaine de l'accès à la procréation médicalement assistée, où on fait passer les gens par des cases psychologues. C'est vrai par des staffs qui aujourd'hui jugent de temps en temps de la situation d'individus sans que les individus eux-mêmes soient auditionnés par ces staffs-là. Il y a plein de questions derrière sur l'éthique appliquée que soulève cette question. Et je pense que du coup, pour faire le lit de la discussion, la question n'est pas d'être uniquement pour ou contre une modification de la loi et l'accès à l'euthanasie au suicide assisté, mais la question est du comment et des régulations qui accompagneront cet accès, ce qui lance le débat avec la salle, qui est une question donc conjointe, mais tout aussi importante. Je comprends que vous soyez assez sidéré après la qualité de ces trois exposés, mais comme Jean-Luc Romero doit nous quitter à 11h25, et encore merci d'avoir fait le déplacement pour être parmi nous, je propose que les questions soient plutôt orientées sur ceux qui veulent lui poser à lui des questions pour qu'il puisse avoir son train et respecter son agenda. Mais j'en ai une première, Jean-Luc. Étant clinicien, il m'arrive de voir des gens en fin de vie, heureusement dans ma discipline un petit peu moins que dans d'autres, et souvent j'ai l'impression qu'ils intériorisent les contraintes économiques occasionnées par leur fin de vie, les intériorisent à tel point qu'ils veulent dispenser leur famille, la société, de l'argent que leur vie dans la dépendance pourrait générer. Ils sont dans une culpabilité si profonde qu'ils peuvent être amenés à demander par générosité à l'égard de leur entourage, tellement ils ont intériorisé les économies que l'on pourrait faire si on interrompait leur vie. En d'autres termes, dans le choix entre soins palliatifs, soins d'une manière générale et fin de vie, il y a un choix moins coûteux qui est de mettre fin au jour. L'État peut être favorable à cela, l'environnement y compris, et surtout le patient lui-même peut intérioriser des choses sans oser même le formuler. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur que des gens ayant intériorisé ces normes d'économie demandent à partir pour économiser de l'argent à la société ou à leurs proches? Merci, professeur, pour cette question. Moi, je partage tout à fait votre inquiétude, mais c'est notre société, c'est notre discours sur la santé qui, aujourd'hui, pousse les gens à penser de cette manière-là. Je rappellerai que c'est pas dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, mais bien par exemple en Grande-Bretagne, que quand un traitement, par exemple nouveau traitement contre le cancer coûte trop cher, qu'on estime que la personne a une espérance de vie qui est trop courte, eh bien on estime qu'elle n'a pas le droit à ce traitement. C'est à côté d'ici, en Allemagne, où si vous avez dépassé l'âge de l'espérance de vie, que vous avez besoin de faire une opération de la hanche, on va vous dire « Ah bah oui, mais là, c'est pas le système de santé qui doit payer, débrouillez-vous, payez-le vous-même ». Et c'est même nous, dans notre système, où régulièrement, on nous explique à quel point, moi je me souviens d'une
ministre de la Santé, je ne vais pas la citer parce qu'en plus je l'aime bien, mais qui nous expliquait quand même que le problème de la sécurité sociale, c'était surtout les 10 millions de personnes qui vivent avec des pathologies de longue durée. Alors évidemment, quand on tient ce discours-là, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait une certaine responsabilité que certains ont. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon discours. Vous savez, moi, je fais partie de ces militants de la lutte contre le sida. On l'a évoqué ici à plusieurs reprises et vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je rappelle qu'au début des années 80, quand le virus fait son apparition et que nous n'avons pas de traitement encore pour faire vivre les gens, parce qu'on n'a toujours pas de traitement miracle malheureusement, ce sont les malades qui eux-mêmes se sont pris en charge et ont décidé de devenir des acteurs de santé, de prendre en charge la prévention, de prendre en charge le soutien aux personnes qui mouraient. Et dès 83, ils font une déclaration à Boston, dans laquelle ils disent « Nous sommes des acteurs de santé ». Et ça, je crois qu'il revient par rapport à plusieurs choses qu'on a dit, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important, et qui disent à ce moment-là « Nous, on veut pouvoir choisir ce qui sera le mieux pour nous », voire notamment le droit de mourir dans la dignité. Et donc moi, mon combat, c'est pas de faire des économies à la société, parce que pour moi, l'individu, il est un citoyen jusqu'au bout. Quand vous entrez dans des soins palliatifs, quand vous entrez dans un hôpital, vous êtes un citoyen, même si c'est difficile, et c'est pas forcément la responsabilité du médecin. C'est sûr que quand le médecin est debout, que vous êtes allongé, c'est comme ça. Il y a une inégalité qui se fait de fait. Mais je crois que c'est la décision de la personne qui doit être au centre, et c'est pas des problèmes économiques qui doivent l'amener, parce que si on va comme ça, c'est sûr que la société, au bout d'un moment, ça va l'arranger. Eh bien moi, je le souhaite pas, parce que moi, la loi que je souhaite, c'est une loi qui place votre volonté au centre. Donc si vous voulez mourir le plus tard possible, c'est à vous de décider. Et je le dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a tout un débat pour dire est-ce qu'en France il y a des dérives? Oui, il y en a, c'est Linette qui le dit. Alors certains disent, on vient de voir la Société française des soins palliatifs qui dit il n'y aurait que 1000 personnes qui seraient euthanasiées sans leur demande en France. Et nous, quand on analyse quand même les 0,8% de morts qu'il y aurait d'après l'INED suite à un produit létal, c'est plutôt autour de 4000. Mais on s'en fout des chiffres, même s'il n'y en a que 1000. C'est quand même en France où des gens sont aidés sans qu'on leur ait rien demandé. Eh bien, vous voyez cette loi qu'on veut, elle justement, elle sera le contre-pied de cette évolution qui va vers toujours plus d'économie, puisque c'est la personne qui doit décider. Il y a Éric Fourniret qui voudrait rajouter un petit point de vue, ou un grand point de vue. Non, deux petites choses. La première, c'est que les chiffres de l'INED ne sont pas du tout ceux-là. C'est le professeur Régis Aubry qui avait fait cette étude menée pour l'INED, l'Institut national d'études démographiques. C'était 4723 décès. Sur ces 4723 décès, il y en avait 38 qui étaient faits à partir d'une injection létale en l'absence de la volonté de la personne. Donc nous ne sommes pas du tout sur les 4000, comme vous venez de le dire. Donc voilà cette petite précision. Non, attendez, vous avez raison. Sauf que l'étude exacte, dans cette étude qui était faite auprès de 4500. Oui, non. Il y avait 0,8% des gens qui reçoivent un produit létal, dont 0,2% ne l'ont pas demandé. C'est ça qui est dans l'étude. Évidemment, ces 4000, c'est si vous le rapportez au nombre de morts. Nous, on a fait, en demandant à l'IFOP de nous le faire d'ailleurs, par rapport aux 580 000 morts qu'il y a par an, ça arrive à ça. Alors on peut peut-être le contester, mais même si c'est 1000, est-ce que c'est normal dans des conditions qu'on ne connaît pas? Éric conclure, parce que Jean-Luc Romero a dit lui-même que je pense que l'interrogation éthique ne dépendait pas du chiffre. Et que sur les plateaux télé, on dit que les chiffres, ça enquiquine le public. Mais bon, l'étude, elle est accessible sur Internet. Ensuite, vous avez entièrement raison de souligner cette intériorisation des représentations sociales négatives. C'est un point qui est extrêmement important. Et je pense que c'est d'autant plus important, c'est parce que c'est important que ces représentations existent qu'il faut être extrêmement vigilant quand une volonté s'exprime. On peut dire oui et non pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Je vous donne rapidement un exemple. J'ai fait une étude sur le don d'organes il y a quelques années et j'accompagne une coordinatrice de greffe pour aller voir une épouse dont le mari vient de décéder et donc il est en mort cérébrale. Et puis la coordinatrice de greffe, l'infirmière, demande à l'épouse « Est-ce que vous savez si votre mari s'était prononcé en faveur du don d'organes ou pas ?» Et là, le discours un peu curieux, un peu étrange de cette épouse qui nous dit « Écoutez, moi, mon mari, on ne se parle plus depuis 20 ans, c'est un gros radin, il ne m'a jamais rien offert, pour une fois qu'il donnera quelque chose, prenez tout. » On peut dire oui pour de mauvaises raisons. Donc on peut imaginer que quelqu'un qui s'exprime en faveur de l'euthanasie pour lui-même, il peut aussi le dire pour de mauvaises raisons. Bien, on va repasser la parole à la salle.
Moi, j'ai une question à Monsieur Romero. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Vous dites ma mort m'appartient. Votre mort, elle vous appartient pas parce que quand vous êtes mort, vous êtes mort. Elle appartient aux autres. C'est donc votre fin de vie qui vous appartient. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il est éthique de demander à un tiers de vous supprimer vous-même? Ne pouvez pas. Je pense que vous pouvez très bien vous suicider dans votre volonté, dans votre autonomie, mais il faut le faire soi-même. Est-il éthique de demander à un tiers de le faire pour vous? Alors, d'abord, je vous rappelle que dans les lois qui existent et en tout cas dans le texte que propose la DMD, personne n'est obligé de vous accompagner. Il y a une clause de conscience. Parce que pourquoi vous ne dites pas la même chose pour l'avortement? Un médecin qui ne souhaite pas faire un avortement, il n'est pas obligé. Il a une clause de conscience qui lui permet de faire cet avortement ou pas le faire. C'est exactement la même chose. Donc, personne n'est obligé de vous aider. Puis je vous rappelle qu'il existe le suicide assisté. Vous évoquez le suicide, madame, mais je vous rappelle quand même qu'en France, seuls 15% des suicides sont faits par médicament, 85% des suicides sont faits d'une manière violente. Donc moi je suis d'accord avec le suicide assisté. Encore faut-il donner aux gens les moyens, comme c'est le cas en Suisse, de pouvoir eux-mêmes se suicider. Ensuite, ce sont des associations qui accompagnent les personnes. C'est des personnes qui sont formées, qui viennent volontairement, bénévolement, accompagner les personnes qui avalent elles-mêmes leurs produits ou déclenchent eux-mêmes leur perfusion. Donc voilà. Mais je rappelle que dans la conception des choses que nous avons, personne n'est obligé à quoi que ce soit. Et vous ne pouvez pas dire, d'ailleurs le mot supprimer est quand même... Je veux dire un peu ce que vous voulez dire, vous avez le droit de le penser, c'est quand même extrêmement violent. Vous savez, quelqu'un, on nous dit les gens ne savent pas toujours ce qu'ils veulent. Vous savez, moi j'ai accompagné, notamment en Suisse, et j'ai accompagné des personnes qui ont décidé de partir. Elles étaient totalement déterminées, elles ne demandaient pas à être supprimées. Non, non, mais attendez, excusez-moi, elle ne demandait pas à être supprimée, elle demandait à être accompagnée. C'est pas du tout la même chose. Et vous savez, madame, c'est pas un choix entre la vie et la mort, c'est un choix entre deux morts. Est-ce qu'un individu n'a quand même pas le droit de choisir? Vous dites, ma mort m'appartient pas. Si les conditions de ma mort m'appartiennent, c'est moi qui décide de mourir ou de pas mourir dans ces conditions. Eh bien, je pense que quand même un individu, il a quand même le droit de pouvoir choisir. Il n'impose rien à personne. Rien à personne. Dans aucune société où on a légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté, aucun médecin, notamment aucun soignant n'est obligé. Il a le droit de respecter des conceptions religieuses, des conceptions philosophiques, éthiques, et ça, moi, je ne le remets pas en cause. Donc, vous voyez, personne n'a d'imposition, donc je ne vois pas en quoi on empêcherait quelqu'un soit de pouvoir être aidé, soit d'avoir même un suicide assisté. Encore faut-il donner les moyens de pouvoir le faire d'une manière humaine. Oui, je rejoins totalement ce qui a été dit sur l'autonomie de décision et je crois que toute la difficulté de la loi qui pourrait venir sera de prendre ça en considération de la meilleure manière possible. Je me permets d'intervenir parce que je me suis beaucoup penchée sur tant la question de l'euthanasie que du suicide assisté. J'ai réalisé avec Thibaut Graillot un documentaire sur cette question et j'en ressors essentiellement avec des questions. Comme Jean-Luc Romero, je pourrais dire je ne suis absolument pas une militante ni de l'euthanasie ni du suicide assisté, mais j'en suis arrivée plus ou moins à la conviction que la liberté de choix doit être offerte, et je le dis d'autant plus que pendant que je faisais ce film, ce qui n'était absolument pas prévu, ma mère a fait le choix de l'euthanasie en Belgique. Elle est belge, moi aussi. Et ça a été très difficile pour moi. Et voilà, je pense que la décision, elle n'appartient qu'à la personne. Je précise qu'elle était catholique pratiquante et que ça m'a beaucoup étonnée. Mais voilà. Mais je veux apporter un petit élément qui est plus un témoignage, mais qui peut déboucher sur une question de ce que j'ai observé dans les multiples personnes que j'ai rencontrées autour de ce film. Ce qui m'est apparu en Belgique, notamment pour l'euthanasie, c'est que le fait pour la personne de savoir qu'il existe la possibilité éventuellement un jour de pouvoir en finir quand ce sera devenu intolérable, que ça leur donne une envie de combattre et une rage de vivre. Le personnage que j'ai suivi notamment en Belgique, ça fait plusieurs années maintenant, est toujours en vie. Elle a fait une tentative de suicide et quand on lui a parlé d'euthanasie, elle s'est battue comme une lionne, elle souffre beaucoup, mais elle est toujours là. Elle est même allée, c'était une grande athlète, elle est même allée aux Jeux Olympiques et en est revenue 2 fois médaillée.
Voilà, donc c'est un témoignage et une question. Écoutez, moi, évidemment, je partage ce que vous dites. Moi, vous savez, je suis comme vous. Oui, je crois qu'on peut vous applaudir, parce que c'est un beau témoignage. Vous savez, moi, si je me bats pour cette liberté, j'expliquais tout à l'heure mon cheminement qui a été vilément lié très jeune au sida, où j'ai vu mourir des gens de 20 ans, 22 ans, 23 ans qui demandaient à partir, on ne pouvait plus rien faire pour eux, et qui m'a évidemment posé ce problème. Et moi, si je veux justement avoir ce choix en fin de vie, c'est parce que je suis dans le doute. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, personne, je crois, ne peut le dire tant qu'il n'est pas confronté ce qu'il voudra. Vous pouvez être un militant pour ce choix et à la dernière minute vouloir vivre le plus longtemps possible, comme vous pouvez avoir l'inverse. Vous évoquez souvent, moi je suis souvent frappé de voir des gens qui ont des grandes convictions religieuses. Vous avez dit, quand ils sont en pleine santé, plein de discussions avec eux, ils vous disent jamais je ne voudrais, et puis le jour arrivé, ils le souhaitent. Et c'est pour ça que cette loi que nous souhaitons, c'est une loi qui vous donne tous les choix. Et donc c'est une loi qui permet le doute, parce que qui permet de dire quand même que les soins palliatifs qui vont résoudre, oui, sûrement 17% des situations, mais vous serez peut-être dans les 3%. Et ceux qui disent, je trouve que c'est... dire les soins palliatifs résolvent toutes les situations, c'est faux. On n'a pas le droit de dire ça. Et ça résout l'immense majorité des choses. Et vous disiez aussi, et ça c'est très important, une loi comme celle-là, ça rassure. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a un taux de suicide des personnes âgées notamment extrêmement fort dans notre pays, qui est très peu important par exemple aux Pays-Bas, ben oui, quand vous savez que vous allez être aidé, eh bien vous profitez de la vie, vous êtes rassuré et souvent vous accrochez plus à cette vie. Parce que quand vous avez des peurs de mourir dans certaines conditions qui sont une réalité pour certaines maladies, je pense à la maladie de Charcot par exemple, eh bien certains veulent aller au bout de ce parcours et ils sont honorables et ils ont le droit d'avoir, mais d'autres en ont très peur. Eh bien se suicider peut-être trop tôt, ben, c'est quand même bien dommage que si la société vous aide, vous pouvez tenir. Et une loi, oui, ça rassure et ça évitera sûrement, même si je ne peux pas l'affirmer, mais ça évitera bien des suicides prématurés et puis surtout des suicides violents parce qu'on n'a pas le choix dans notre pays. Bonjour, je suis Nathan Lichelet, je suis dans une association Appui, dans un groupe CESA auquel on a un projet lié à la santé et au suicide. Et ma question est par rapport à ce que vous en pensez, que si une personne a atteint son but dans sa vie et qu'il a décidé de mettre fin à ses jours en fait. Je veux savoir ce que vous en pensez. Écoutez, moi, le suicide n'est pas interdit en France. Maintenant, quant à savoir si la société doit accompagner, je pense que c'est une autre question que celle que je pose. Moi, je ne pose pas la question de... Vous évoquiez tout à l'heure des personnes qui auraient un chagrin d'amour et qui voudraient se suicider. Bon, on va peut-être quand même leur expliquer que des chagrins d'amour, on en a tous eu, mais qu'on aura peut-être après d'autres histoires. Je pense que là, c'est une question aujourd'hui qui dépasse, en tout cas, moi, le débat que je porte. Moi, la loi que je souhaite, c'est une loi qui concernerait des personnes qui ont... des souffrances insupportables, physiques ou psychiques qu'on ne peut pas soulager. Après ce débat qui a lieu notamment en Suisse, de savoir est-ce qu'à un moment de sa vie, on peut décider d'arrêter, c'est une question légitime. Mais en tout cas, ce n'est pas moi en tout cas la question que je pose aujourd'hui dans le débat qu'il y a dans notre pays, qui j'espère d'ailleurs s'instaurera aussi dans le cadre du grand débat national, parce que s'il y a quand même bien une question qui concerne tout le monde, c'est celle-là, et ce serait bien qu'elle ne soit pas oubliée. Excusez-moi de mettre à aparté un peu d'actualité dans le grand débat national. Et j'ai une autre question. Est-ce que la mort peut être aussi une forme de résilience ? Alors demandez ça plutôt aux philosophes. Bernard Bertschy demandait à rebondir sur la question précédente. Je pense qu'il va englober peut-être les deux réponses. Voilà, juste pour la question précédente, donc pour préciser, je vais donner l'historique pour la Suisse, mais en fait, maintenant, l'aide au suicide se fait avec une substance qui s'appelle le pentobarbital et qui est un produit stupéfiant et donc doit être prescrit par un médecin. Donc de toute manière, maintenant, c'est des situations de fin de vie où les médecins interviennent. Il y a un autre système comme l'Oregon qui permet à n'importe qui d'avoir une ordonnance de pentobarbital, mais s'il n'a pas utilisé le produit dans les 3 mois, je crois, il doit le rendre. 6 mois, il doit le rendre, on comprend assez volontiers pourquoi.
Ah non, quant à savoir si la mort est une... Juste une chose, Oui. hein, pour qu'on ne croit pas qu'on donne un produit à n'importe qui. Dans ces pays-là, qui n'est pas du tout mon choix, il faut avoir une espérance de vie de 6 mois maximum pour pouvoir bénéficier de ce produit. Il y a quand même des conditions, Voilà. c'est pas, on vous donne pas ça. Voilà, c'est ça, il ne suffit pas de le demander Ouais, pour ouais. l'avoir. Ouais, ouais. Pour la question de la résilience, le problème, c'est qu'on parle de résilience quand il y a un futur. Quand on est mort, sauf si on a des croyances particulières, auquel cas il n'y a même pas besoin d'ailleurs. Enfin, la résilience se fait tout seul, semble-t-il, chez ceux qui se sont bien comportés. Donc, on ne peut pas vraiment parler de résilience. Donc, je pense que ce n'est pas un concept qui s'adapte très bien là. Merci Bernard. Juste un petit point de complément avant de redonner la parole à la salle. Dans le terme suicide assisté, il y a la question de l'assistance qu'a posée Madame par qui, comment, qui est un débat effectivement en soi, mais il y a aussi accepter derrière assister. C'est-à-dire, il est accepté au sens que pour les équipes médicales, par exemple, qui interviennent, les SAMU, c'est éviter aussi les réanimations abusives. C'est éviter des interventions qui contrecarreraient la volonté du suicide, puisque l'affaire, pas Lambert, mais Imbert, avait aussi montré cette absurdité. Donc quand on parle de l'assistance au suicide, c'est aussi la reconnaissance par la collectivité de la légitimité de l'acte. Voilà. Oui, Monsieur Romero, merci pour votre intervention. Vous avez 1000 fois raison et je partage complètement votre colère par rapport à la situation de la santé, de la fin de vie et le peu de moyens, et notamment le peu de moyens de recherche aussi qui sont donnés sur ce domaine. Mais le tableau, en fait, assez alarmiste, que je ne contredis pas du tout, au contraire, que vous dressez, par exemple, moi, va me conduire à plutôt une forme de réserve par rapport à l'euthanasie, qui est de percevoir la légalisation de l'euthanasie, je vais le dire trivialement, comme la cerise sur le gâteau d'une société qui serait irréprochable en matière d'accompagnement, qui aurait travaillé sur son regard et sur la vraie définition de ce qu'on entend par autonomie, sur le regard qui est posé sur la vieillesse, le regard qui est posé sur la dépendance, etc. Et est-ce que vous n'avez pas peur de poser une cerise sur un gâteau qui ne sera jamais là, ou que, ayant posé la cerise, ça n'invite plus du tout en fait les politiques à faire en sorte qu'il y ait d'abord un gâteau. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Alors je pense malheureusement ça sera je suis vraiment navré de devoir vous quitter, mais ce sera la dernière question. Mais vous avez raison, j'ai peut-être pas été clair, je reconnais que je suis un peu fatigué, mais je vous ai dit que ma grande inquiétude aujourd'hui, c'est que justement déjà, ce problème, ce n'est pas un problème de demain. Aujourd'hui, les politiques ne s'intéressent pas à la fin de vie. Globalement, les politiques, et notre société a un problème par rapport à ça. Je disais, le début, et professeur Nizan ne peut pas le nier, on met beaucoup plus de moyens. Pas, à son avis, sûrement pas assez, il a sûrement raison, mais on voit quand même la différence entre le début et la fin de la vie. Donc si vous voulez, c'est pas aujourd'hui, il n'y a pas l'euthanasie. Et pourtant, on ne met pas les moyens. Combien de fois on l'a évoqué? Moi, je suis très étonné d'entendre sans arrêt ce discours sur l'accès aux soins palliatifs et de voir que les crédits ne sont jamais à la hauteur. Jamais à la hauteur. Et donc, on en reparle dès qu'il y a un problème. Vous voyez, ces temps-ci, il n'y a pas eu de problème, donc on en parle. Enfin, il n'y a pas eu une affaire qui a fait la une des journaux, donc on en parle globalement moins. Et regardez ce qui s'est passé pendant le vote du budget. Personne ne s'est intéressé aux soins palliatifs. Aux soins palliatifs. J'ai recité M. Lonetti, mais c'était M. fin de vie des gouvernements de droite et de gauche, et j'ai rien contre lui, mais je suis désolé, regardez ces interventions législatives. Est-ce que tous les ans, quand il était député, il intervenait pour demander des crédits supplémentaires pour les soins palliatifs? Vous regarderez, moi j'ai regardé. Voilà, donc il y a un moment, voilà, comme vous dites, cette cerise sur le gâteau qui n'arrivera peut-être pas. Moi j'espère que ça va arriver parce que des pays autour l'ont fait. Et vous savez, on est peut-être même entouré de pays qui l'auront tous fait. Vous savez, aujourd'hui, vous avez les Pays-Bas, vous avez la Belgique, vous avez le Luxembourg, vous avez la Suisse qui a le suicide assisté. Personne n'a peut-être fait attention, mais il y a quelques semaines, le tribunal constitutionnel italien a demandé aux parlementaires de légiférer dans les 1 an sur la question du suicide, puisqu'ils sont confrontés à des Italiens qui vont en Suisse pour avoir des suicides assistés. Et l'Espagne, eh bien l'Espagne, certainement, dans les semaines qui viennent, va légaliser l'euthanasie. On va être entouré de pays. Donc vous voyez, les choses peuvent arriver. Et je vous le dis, sur cette question-là, il ne s'agit pas d'une cerise, il s'agit simplement à chacune. Vous avez des doutes, madame? J'ai des doutes. Eh bien, face à ces doutes, donnons-nous tous ces moyens.
légaliser l'euthanasie, ce n'est pas donner un permis de tuer, c'est simplement mettre des conditions pour que dans une société, on puisse partir accompagné comme on le souhaite. Dans une société où on vit de plus en plus vieux, mais avec parfois des fins de vie qui sont peut-être beaucoup plus difficiles qu'elles ne l'étaient quand on vivait moins vieux, font qu'aujourd'hui, on puisse choisir. Et je vous dis, c'est une des libertés que demandent les gens, mais une liberté qui est quand même encadrée. Quand on parlait de la liberté, elle peut pas être, elle est encadrée parce que, et pour avoir en Belgique, aux Pays-Bas et aussi en Suisse, il faut avoir une ordonnance d'un médecin. Il faut que des médecins aient constaté d'abord la première des choses, c'est que vous avez votre capacité. Vous avez votre capacité à décider. Et on ne vous donne pas ni une euthanasie, ni un suicide assisté en quelques heures. On vous dit pas, vous n'arrivez pas en disant « je veux mourir ». Allons-y, vous parliez tout à l'heure, Éric, de réflexion. Eh bien oui, il y a tout un processus de réflexion qui permet à la personne de comprendre jusqu'où elle va aller, c'est-à-dire mourir. Et mourir, parfois, ce n'est pas la pire des choses pour certains. Mourir, ça peut être un soulagement. Vous avez fini votre vie. Vous avez dit au revoir aux vôtres. Vous avez fait votre vie. Vous savez que les jours qui viennent ne sont plus que des jours de souffrance. Certains peuvent en vouloir de ces jours parce qu'ils ont peut-être des choses encore à dire. D'autres n'ont plus rien à dire. Et il faut comprendre que dans une république laïque, il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance. Je suis encore désolé de partir. Jean-Luc Romero, vous auriez dû appeler votre association pour mourir dans la liberté. Je ne suis pas le créateur. Je ne suis pas le créateur. Ça aurait été plus clair. Mais vous avez raison. En tout cas, mille merci d'être venu. Le débat continue. Merci Jean-Luc. Alors, effectivement, le débat se poursuit avec la salle. Petite transition douce avant de passer la parole à monsieur et répondre à la question de madame. Dans le débat de société qui évolue depuis maintenant plus de 30 ans sur ces questions-là, la question du gâteau, à mon avis, est aussi en train de se construire parallèlement à la cerise. Parce que Jean-Luc Romero, qui vient de partir, nous a évoqué la question du congé. Une loi équilibrée pourrait être une loi qui instaure la question du congé d'accompagnement de fin de vie à hauteur de celui de l'accompagnement de la grossesse. Il peut y avoir des symboles fondateurs dans une loi de la République qui maintiennent les équilibres et évitent la crainte que vous évoquez. Monsieur, au fond de la salle, depuis un moment, fait preuve de patience. Je l'en remercie pour qu'il nous pose sa question. Bonjour. Oui, je m'appelle Christian Hague, donc bonjour. Donc je vais poser une question et je vais l'accompagner de quelques remarques. Donc il est sûr que si on choisit effectivement de mourir, c'est forcément avec des raisons. Après, est-ce que ces raisons sont bien fondées? Effectivement, il est nécessaire de définir les conditions, les raisons, l'accompagnement, tenir compte de l'entourage. Après, la raison, elle peut être personnelle, elle peut aussi être altruiste, puisque dans certaines sociétés tribales, nomades, les gens choisissaient bien de mourir pour l'intérêt collectif. Et puis après, on parle de religion, mais dans la religion, si je prends l'histoire du Christ, il a bien choisi de mourir, si j'ai bien compris son histoire, et pour des raisons altruistes. Voilà. Donc après, moi, entre avoir le choix de mourir et de survivre dans des conditions difficiles, voire inhumaines, pourquoi on ne laisserait pas ce choix? Voilà. Je vais demander à Éric Fourniret, qui voulait déjà intervenir tout à l'heure, d'englober peut-être la question précédente et la vôtre pour vous répondre. Par rapport à l'intervention précédente, nos amis belges et suisses, je parle sous le contrôle de Bernard, qui me corrigera si jamais je dis une bêtise pour les Suisses, depuis très longtemps, mais bien avant, 10, 20 ans avant les Français, se sont préoccupés d'introduire l'accès aux soins palliatifs. C'est une préoccupation qui a été beaucoup plus rapide qu'en France. Et en France, nous sommes encore dans l'illusion de l'idée qu'il faut construire des structures, c'est-à-dire des unités physiques de soins palliatifs, un peu dans tous les hôpitaux, ce qui coûte une fortune. Et avec le professeur Sicard, en 2012, quand nous avons remis notre rapport au président de la République, qui était à ce moment-là François Hollande, nous avons mis l'accent sur la multiplication des compétences palliatives plutôt que la multiplication des structures physiques, ce qui coûte beaucoup moins cher. Et il a fallu attendre le dernier plan soins palliatifs pour que, enfin, les futurs médecins, ceux qui sont donc à la faculté de médecine, passent au moins 6 mois dans leur formation
pour acquérir des compétences palliatives, ce qui est évidemment encore largement insuffisant pour pouvoir répondre à tous les besoins. Mais il y a une différence énorme, économiquement et au niveau du paradigme, entre multiplier les structures physiques et multiplier les compétences. Si tous les professionnels de santé sont formés aux compétences palliatives, n'importe quel lit dans un service où on meurt à l'hôpital peut devenir un lit palliatif. Et ça, c'est une énorme différence. Alors, monsieur, sur votre question, qui est plus un commentaire, sur le choix personnel, évidemment, tout l'enjeu, il est là, c'est de s'assurer que ce choix soit personnel. Quand je veux mourir pour ne pas être une charge pour mes proches, est-ce que ce choix est véritablement personnel? Quand je veux mourir parce que je suis totalement dépendant de l'aide que m'apporte autrui pour vivre au quotidien, est-ce que ce choix est personnel? Le sens de mon propos de tout à l'heure était de dire qu'il y a d'abord des causes qui déterminent une volonté à vouloir telle chose et qu'on ne peut pas prendre les causes au pied de la lettre. Cela implique un examen de ces causes pour que ces causes deviennent des raisons. Et à ce moment-là seulement, on peut se prononcer pour savoir si une volonté est véritablement libre quand elle s'exprime. Petite parenthèse encore, et c'est peut-être un point de distinction qu'on aura tous les deux, Bernard, avoir une conception relative de la liberté, c'est encore de soutenir une définition universelle de la liberté pour dire qu'il n'y a pas de liberté universelle. Bernard, tu as un complément, un point d'orgue à apporter. Aussi un double commentaire. Donc, c'est vrai qu'en Belgique... Pardon ? Ça marche pas. Pourtant, il est allumé. Ah, voilà. C'est vrai que les soins palliatifs se sont d'abord développés en Belgique. Et c'est une bonne chose, mais à la fois, c'était aussi l'origine d'un malentendu, parce que ça a été développé dans des milieux catholiques qui étaient très anti-euthanasie. Et donc, il y a eu... C'est un peu mal commencé. Bon, maintenant, les choses, on essaie de les remettre en place, mais il y a toujours cette espèce d'opposition dans une partie du public entre les pro-euthanasie et les pro-soins palliatifs, alors que je pense qu'ils sont complémentaires et qu'il faudrait... En tout cas, il faut arriver à les rendre complémentaires. Pour la question des raisons, c'est vrai que toute cause n'est pas une raison, mais toute raison n'est pas une bonne raison. Cela dit, qui doit juger quelles sont les bonnes et les mauvaises raisons ? Si quelqu'un a intériorisé les normes sociales et pense qu'il est devenu un fardeau qui peut être financier, mais pas forcément que financier, parce que une fin de vie, oui, quand l'encadrement n'est pas excellent, une fin de vie à la maison, ça peut être un fardeau gigantesque pour la famille. Donc, si la personne a intériorisé et pour elle c'est sa raison de mettre fin à ses jours, qui suis-je pour lui dire que sa raison est mauvaise et le forcer à continuer à exister? Je pense qu'ici, effectivement, les causes ne sont pas des raisons, mais dès qu'une raison peut être argumentée et que je n'ai pas d'argument, moi-même d'objection majeure à faire valoir, comme montrer qu'il y a réellement un état de dépression ou des choses de ce genre-là, j'ai à respecter ces raisons, même si pour moi, ce ne serait pas de bonnes raisons. Pour compléter le propos d'Éric Fourniret aussi, juste pour votre information, le constat actuellement est criant qu'effectivement, il y a un déficit d'accès à la médecine palliative. Mais sachez quand même, parce qu'on est là aussi à expliquer ce qui se passe sur le terrain, que effectivement, l'ensemble des étudiants en médecine dans nos facultés, dès la 3e année désormais, ont une obligation dans leur parcours d'acquérir cette compétence, effectivement sous forme d'enseignement et de stage. Et où c'est très intéressant, c'est que ces enseignements sont déjà interdisciplinaires, au plan médical, mêlant les acteurs, les infirmières, les médecins, les assistantes sociales, les psychologues, accompagnés des collègues de sciences humaines. Donc, vous voyez que la prise de conscience, je pense, est là, de se dire que cette question sera partout, dans les EHPAD, en cardiologie, en neurologie, en néphrologie, et donc que c'est une compétence qu'il faut acquérir, plutôt qu'effectivement un champ disciplinaire à part. Donc je pense que, pourquoi c'est important? Parce que je ne voudrais pas que vous sortiez de cette salle en croyant effectivement que, je rebondis sur madame qui m'a bien plu avec la pâtisserie, que le gâteau ne se construit pas non plus. Simplement, notre devoir de citoyen, c'est de demeurer vigilant en permanence, car ce sont des arbitrages sur le terrain, je peux en témoigner, qui sont des combats de tous les jours. C'est-à-dire que nous faisons tout ça dans des enveloppes budgétaires contraintes, et donc c'est vraiment des choix de société. On a besoin des citoyens pour nous soutenir. Bonjour messieurs, je suis Thibaut, je suis actuellement étudiant en école de commerce. Merci déjà pour cette conférence et je pense que c'est très important de pouvoir échanger sur ces questions-là parce qu'elles nous concernent tous. Moi, ma question s'adressait plus à monsieur Romero, mais je pense qu'elle vous intéressera aussi à monsieur les philosophes, parce que monsieur Romero a développé une vision de l'homme qui était très libérale, en expliquant que finalement, la décision de mourir ne concernait que soi. Mais je pense que l'homme est aussi un être de lien, et c'est là où ça se raccroche aussi à la philosophie, c'est que qu'on le souhaite ou non, nous sommes tous membres d'une communauté,
que ce soit d'une famille, d'amis, d'une ville, d'un pays, de l'Europe ou même du monde. Nous sommes une communauté humaine et je pense que finalement, on a tous quelque chose à recevoir de l'autre et quelque chose à donner. Et dans ces communautés, nous vivons tous des moments difficiles, des souffrances psychologiques, physiques, que ce soit aux derniers jours de nos vies, mais aussi dans nos vies. Est-ce que pourtant, la bonne solution serait de proposer l'euthanasie, le suicide assisté à ces personnes qui pensent être au bout de leur vie, plutôt que de leur offrir un autre chemin? Qui dans cette salle n'a pas connu des difficultés physiques, psychologiques profondes? Et pourtant, nous sommes toujours là, présents, et nous vivons aujourd'hui, et nous essayons de nous battre pour continuer à vivre. Est-ce que proposer justement le suicide, proposer l'euthanasie à ces personnes-là, ne serait pas conduire notre société vers une société de la mort? Est-ce que nous ne pourrions pas proposer une autre vision de la civilisation, une civilisation de l'espérance, une civilisation de la vie? Merci beaucoup. Bernard. Mais c'est vrai que nous, comme disent les éthologues, nous sommes des êtres hyper sociaux et nous nous construisons par des liens. Mais ceci n'empêche pas qu'on a jugé utile, en tout cas depuis quelques siècles, de distinguer dans la vie de l'être humain en société deux domaines, un domaine public et un domaine privé. Et qu'il y a des choses que l'on conserve pour le domaine privé. Et notamment, les décisions importantes concernant sa vie, puisqu'elles concernent d'abord sa vie, elles ont un côté privé indépassable. Alors bien sûr, la société peut proposer toute une série de choses et les soins palliatifs sont une proposition. Comme le disait Jean-Luc Romero, personne n'est obligé de mettre fin à ces jours. Ce sont des propositions qui, dans le fond, ont simplement pour but de ménager ce qu'on appelle parfois les libertés, mais de ménager cette sphère où je suis, dans le fond, d'une certaine manière, non pas seul maître à bord, mais le maître ultime, c'est-à-dire celui qui prend la décision finale, parce que ça me concerne fondamentalement et parce que ce n'est pas aux autres à décider des choses aussi intimes que ça, c'est-à-dire, dans le fond, ici, la mort. Jean-Jacques Schuller, paysan et psychologue. Ce que je vais vous raconter, je vais vous demander si c'est vraiment une question. Donc, sachant que notre esprit conscient, pour 5%, est créatif, est moteur, est formidable, et que nous avons 95% de programmes que nous avons téléchargés à l'enfance et qui nous permettent de contrôler notre respiration, de contrôler nos battements de cœur, de faire 30 km en voiture et tout à coup de se rendre compte, oh nom de Dieu, je suis déjà là et pas fait d'accident, j'ai respecté toutes les règles du code de la route. Donc, partant de cette idée-là, que c'est difficile, je dirais, comme vous dites, d'avoir une définition très précise de la liberté. Moi, je m'interroge sur un saut quantique. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part. C'est-à-dire, et si on travaillait sur ces énergies qui nous traversent et auxquelles on participe dans le champ qui nous entoure, ce que les anciens appelaient Dieu, je préfère moi en tant que laïc appeler ça le champ, qui permet beaucoup de choses, c'est-à-dire que les gens qui font des ordinateurs ont très bien compris, si on a des puces et des téléphones portables, c'est grâce à ce saut de la connaissance. Eh bien moi j'ai une petite pratique, gentillette, je fais des soins énergétiques. Et à l'âge de 80 et quelques années, mon papa a subi une opération du genou. Tout s'est bien passé, comme souvent, sauf l'anesthésie. Donc il s'est retrouvé diminué, il ne pouvait plus lire son journal, il était assis dans un fauteuil roulant et il faisait les pires misères à son infirmière qui voulait absolument qu'il s'alimente et lui refusait de s'alimenter, il voulait en finir. Mon beau-frère m'a dit, écoute, si tu veux encore voir ton père, dépêche-toi. Je lui ai fait un soin énergétique. Le lendemain, mon père, tout le monde a été étonné, ils l'ont trouvé très apaisé. Et le surlendemain, il est décédé. Et
Alors la question est, est-ce que ce que je viens de vous raconter a une présence dans ce débat? Est-ce que c'est justifié ou est-ce que je suis un hurluberlu qui a pris cette spécialité parce que du coup, il y a des gens qui, de loin, me disent « Écoute, il y a la Tati, là, elle va pas bien, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Et à 2 ou 3 reprises, la Tati ou la jeune fille en maladie incurable s'est éteinte dans la sérénité. C'est tout ce que j'allais dire. Merci. Ce qu'évoque votre témoignage rejoint la question de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'est surtout pas de notre légitimité, à mon avis, à qui que ce soit dans la salle, de juger du bien et du mal de l'action. Ce que vous racontez, c'est que vous avez fait le mieux et le souhaitable pour accompagner. Les proches que l'on rencontre dans nos pratiques cliniques sont exemplaires d'inventivité, de choses qui des fois confinent au rationnel ou à l'irrationnel, mais qui ont du sens pour les individus. Voilà. Et donc vous avez donné sens à l'accompagnement de la fin de vie de votre papa, vous avez fait un accompagnement, il est par définition bon et légitime. Oui, Jean-Louis Mandel. On a beaucoup parlé de souffrance physique, disons, conduisant à une mort inéluctable, mais j'avais été frappé par le cas d'un grand écrivain belge, Hugo Claus, qui, ayant eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer débutante, a décidé effectivement d'avoir recours au suicide assisté et est mort entouré des siens, avec une coupe de champagne, semble-t-il, pour tout le monde. Et je voulais vous demander quelle est votre position sur cet aspect, parce que là, on n'est pas dans une mort inéluctable dans les 6 mois avec des souffrances physiques, mais pour un créateur, et je connais d'autres cas de créateurs qui, se disant que leur vie, ça a été effectivement dans la création, que s'ils ne peuvent plus, ben, finalement, ils préfèrent partir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, bon, je dirais, méthodologiquement, c'est mieux de traiter d'abord les cas clairs et puis on s'occupe ensuite des cas compliqués. Parce que ce sont les cas compliqués, comme est compliquée la question de l'euthanasie des mineurs en Belgique qui a été soulevée. Il y a plein... Il ne suffit pas d'avoir une loi pour avoir résolu la question, comme on le sait bien. Et alors, ce que vous dites rejoint aussi ce que l'on sait, c'est que des gens qui savent qu'ils vont avoir une corée de Huntington, il y a un nombre de suicides plus important que dans la population normale. Pourquoi ? Ben parce que pour nous, la vie mentale, c'est l'essentiel de la vie d'une certaine manière. Hein. Si on a une telle peur ou horreur de ces maladies de dégénérescence ou de ce qu'on appelait les démences séniles auparavant, c'est parce que ça nous prive de notre personnalité, de notre moi, ou du moins qu'on le craint. Donc, bon, dans la mesure où il s'agissait d'une œuvre de suicide qui a été faite en Suisse, sauf erreur, il n'y a aucun problème, il y a de l'égalité. La seule chose qu'il faut pouvoir avoir, c'est une prescription médicale et il n'y a rien qui l'interdit dans notre pays en tout cas. Mais il est clair que selon les législations, ce sera possible ou non. De mon point de vue, je pense que les souffrances physiques, c'est qu'un aspect de la chose et que les souffrances psychiques ou que la mort, qu'on pourrait appeler la mort entre guillemets psychique, c'est au moins aussi important. Bonjour, j'aimerais juste revenir sur le processus d'autonomie puisque vous en avez parlé. Et en fait, je me demande quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est autonome et suffisamment autonome pour pouvoir prendre la décision de faire un acte tel que l'euthanasie ou le suicide, parce que je pense que c'est en fait la notion et le processus d'autonomie, il est vachement au cœur de l'actualité. Et moi, je suis éducatrice, donc c'est aussi une question qui relève souvent de notre mission en tant qu'éducateur. Et voilà, du coup, je me demande un peu comment on peut définir du coup une autonomie et jusqu'où l'autonomie peut jouer un rôle dans l'euthanasie. Voilà. Je répondrai un peu. Alors, juste deux mots. Bon, c'est une question qui a été soulevée dès le départ dans les principes de la bioéthique qui datent des années 80, qui est un des ouvrages fondateurs. Il y a déjà l'idée comment déterminer ce qu'on appelle la compétence, c'est le mot anglais, competency de la personne. Et il y a des discussions, mais le critère que j'ai utilisé ici, c'est quand une personne est capable de formuler les raisons
de son choix et que ces raisons sont acceptables. Je ne dis pas qu'on les trouve bonnes, mais qu'elles sont acceptables, on peut considérer qu'il y en a suffisamment. Mais il y a une zone grise, c'est évident, dans tous les domaines. Hein. Le droit aussi essaie de déterminer ce que c'est que la capacité à décider. C'est variable aussi en fonction des contrats que vous avez à passer, etc. Donc c'est assez compliqué, mais en ce qui concerne la bioéthique et l'euthanasie, moi je pense que la capacité à donner des raisons compréhensibles est un point fondamental. Si je peux, oui, on m'entend. Si je peux me permettre d'ajouter encore deux, trois petites choses par rapport à l'autonomie, c'est déjà, il faut, je pense, se défaire de ce modèle très binaire de l'autonomie où on est pleinement autonome un jour et puis le lendemain, on n'est plus du tout autonome, voilà, comme si on perdait subitement la totalité de notre autonomie. Je pense que l'autonomie, déjà d'une part, elle se définit au chevet du patient, avec le patient. Et il faut davantage, je pense, avoir de l'autonomie, une vision en termes de degrés plutôt qu'une vision binaire comme celle que je viens de décrire. Mais on ne pourrait pas, comme ça, donner une définition définitive de l'autonomie. Au contraire, c'est avec le patient qu'on va construire cette autonomie, cette définition de l'autonomie. Par rapport à la théâtralisation, je pèse mon mot, notamment du poète Claus en Belgique, c'est vrai qu'il y a quelque chose des fois un peu curieux, un peu étrange dans ces procédures d'euthanasie, c'est celle de la théâtralisation, voilà, cette mise en œuvre de la mort, de sa propre mort, avec un élan narcissique assez fort. J'ai assisté, parce que c'était en plus diffusé à la télévision, la cérémonie de ce poète. Enfin, même un chef d'État n'avait pas un portrait aussi grand lors de sa cérémonie funéraire. Il y a quelque chose d'un peu étrange comme ça, et un élan narcissique sur certaines demandes qui perturbe un petit peu. Voilà. Et puis, on peut regarder l'évolution de la loi en Belgique. C'est vrai qu'elle interroge beaucoup, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de limite à l'extension de la loi. Au début, c'était dans un cadre très fermé pour des patients qui étaient clairement en fin de vie. Ensuite, on a élargi ça à des troubles dépressifs. Ensuite, on a élargi ça à des personnes qui souffrent de troubles neurodégénératifs. On se pose la question aujourd'hui de savoir si on peut étendre la loi sur des personnes mineures, mais le mineur, évidemment, il n'a pas la totale souveraineté de sa décision, ça sera en accord avec les parents. Est-ce que les parents, par exemple, pourraient décider pour le mineur qui ne demande rien qu'on l'euthanasie? Enfin, on a un sentiment quand même qu'il faut réfléchir un peu sur des limites éthiques à la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté. On ne peut pas ouvrir une porte qui va ouvrir d'autres portes successives derrière, et ainsi de suite. Bon, je rajouterais juste... oui. Ok. Je vais juste dire une chose. L'important, c'est que les portes soient ouvertes ou fermées de façon transparente, publique et par des décisions communes. Bonjour, je m'appelle Manon Sanchez et moi j'aurais une question plutôt de l'ordre juridique. J'aimerais savoir ce qu'il en est en France, par exemple, si l'on aide une personne à se suicider ou alors si l'on pratique une euthanasie. En parlant bien sûr d'une personne qui est tout à fait consciente de son geste et que la personne qui va ensuite décéder est tout à fait d'accord que ce geste soit pratiqué sur elle. Non. On a pour coutume de dire à nos étudiants qu'il faut être très clair sur la définition purement pénale de l'euthanasie. Donc en France, aujourd'hui, l'euthanasie, en dehors du cadre de la loi, parce que dans la loi, on peut dire que la sédation profonde terminale est une forme d'euthanasie, mais en dehors de ce cadre de la loi, c'est un homicide et c'est pénalement sanctionnable. Ce qui ne veut pas dire, j'insiste, sur le fait que les juges vont forcément rendre une sanction majeure. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait le cadre pénal oblige les individus à rendre compte et à argumenter. J'insiste là-dessus parce que souvent on se dit qu'il y a une automaticité de la peine. Non, en justice, il n'y a pas d'automaticité de la peine. Et donc l'expertise des situations, il y a des cas médiatiques connus, y compris de femmes qui ont accompagné leur mari à décéder, donc femmes qui ont abouti à des peines purement symbolique, parce que la justice est ainsi coincée entre le fait que si elle ne fait rien, elle déroge à son texte fondateur, mais elle met 3 mois avec sursis. Preuve bien que la justice interprète le débat qu'on est en train de faire. Mais voilà, d'un point de vue purement juridique, on en est là. D'où aussi la question d'évancée éventuelle de la loi. Je disais que la loi est le socle du contrat social quand même,
Eh bien, si on parle de modification de la loi, c'est pour répondre aux questions que vous posez à l'avenir. C'est-à-dire, si un proche accompagne un suicide assisté, comment la société reconnaît, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de reconnaissance et de directives anticipées et accompagnées et partagées, c'est le collectif qui met son sceau de validation sur une décision individuelle et qui, du coup, sécurise l'individu. Voilà. En termes, dans l'appareil juridique français, le mot euthanasie n'existe pas. Dans le code pénal, ça n'existe pas. Les affaires d'euthanasie qui ont été traitées en France ont à chaque fois, parce que c'est une substance létale qui a été administrée, ont toutes été traitées comme assassinat par empoisonnement. L'affaire de Marie Imbert et le docteur Chaussois, à l'époque de Vincent Imbert, donc c'est début 2004-2005, a été traitée comme une affaire d'empoisonnement. Donc le mot euthanasie, en termes de droit, n'existe pas. Et les militants qui s'opposent à l'euthanasie s'opposent aussi au fait que cette notion d'euthanasie puisse rentrer dans le code pénal. Parce que si on commence à le faire rentrer, alors ça pourrait ouvrir la possibilité d'une exception d'euthanasie, ce que les deux avis qui traitent de l'euthanasie en France, émis par le CCNE, avaient placé. Le dernier avis, notamment, c'est l'avis 101 du CCNE, remettait sur le devant de la scène l'exception d'euthanasie. La grande difficulté, c'est qu'à partir du moment où on décrète une exception, il faut l'encadrer. C'est-à-dire qu'il faut trouver des critères qui encadrent l'exception. Et à partir du moment où on trouve des critères qui encadrent l'exception, c'est que l'exception devient la règle. Ce n'est donc plus une exception. Oui, Anne Dagnon, je voudrais aborder une question qui ne l'a pas encore été à mon avis, sauf que vous avez quand même évoqué la question de la dépression. C'est que finalement, il peut y avoir apparemment une bonne raison de vouloir mourir et derrière un problème psychologique, voire psychiatrique, qui peut être aussi abordé d'un côté thérapeutique. La dépression, c'est par définition ne plus avoir d'espoir pour la vie, d'être sans espoir, mais on sait bien qu'il y a des pathologies qui peuvent être abordées avec une thérapeutique efficace. Donc cette question-là, moi, à mon avis, est extrêmement importante, et de ne pas prendre la dépression et le symptôme qui est le sien, il n'y a plus de raison de vivre parce qu'il n'y a plus d'espoir, comme ce que vous avez dit tout à l'heure et qui me paraissait tout à fait essentiel, c'est qu'il peut y avoir des raisons, mais ces raisons peuvent être de mauvaises raisons. Et là, on retombe sur la question de l'autonomie et du libre arbitre. Est-ce que dans ces cas-là, on a son libre arbitre quand on est pris dans une problématique psychique de cet ordre-là ? Quand on imagine un pays où on a légalisé l'euthanasie, légaliser est un mot même injuste, c'est dépénaliser, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas, dans l'État de l'Oregon, c'est pas légal, c'est dépénaliser, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sanctions sur l'acte, mais pour autant on n'a pas touché à l'article qui interdit le meurtre. Enfin, juridiquement c'est très spécifique. Mais vous avez entièrement raison, madame, mais imaginez un pays effectivement, où l'euthanasie serait dépénalisée, ou serait même dépénalisée pour les jeunes mineurs, à l'adolescence, à la première rupture amoureuse. Waouh! C'est un génocide, là, après. Je dis ça parce que mes gamins rentrent dans la préadolescence. La parole est à... Oui, je vais quand même juste ajouter que c'est vrai que la dépression serait de mauvaise raison, mais il y a malheureusement une tendance à considérer que tous les gens qui parlent de suicide sont dépressifs. Et je pense qu'il faut faire attention à une autre dérive, c'est de médicaliser toute opinion qui ne va pas, dans le fond, dans le sens qui nous convient. Alors, je dis les choses un peu brutalement, mais je pense qu'il y a un danger des deux côtés. Et il est clair que si on dépénalise l'euthanasie ou les suicides, il y aura des cas difficiles. Il y aura des cas difficiles, il y aura des cas où on aura probablement fait une erreur, on pourra dire après coup. Mais ça, c'est malheureusement la condition humaine, quoi. Juste un petit mot sur la collégialité, finalement, des décisions qui pourraient devenir légitimes. C'est la question qui est posée. Tout à l'heure, j'ai, avec beaucoup de gentillesse, mais aussi un peu de provocation, dit on a tendance à confier aux psychologues et aux psychiatres. Bien sûr, en tant que médecin, on est obligé de dire au public qu'il y a des situations de risque suicidaire à combattre. Ce serait la négation de tout un pan de la médecine. Une fois qu'on a dit ça, vu la subtilité des arguments qu'on évoque, on voit très bien comment la préscience de l'autonomie de la personne, si elle se devait d'être collégiale, devrait ouvrir les sciences humaines, les courants de pensée, les religions, les familles, les proches, et de ne pas demander en permanence à la médecine, je crois que c'est un vrai débat de société, d'être le légitimateur de cette appréciation aussi complexe qu'est le concept d'autonomie. Ce qui existe déjà pour les décisions d'arrêt thérapeutique.
Donc, je veux dire, on a de l'expérience quand même en la matière. La parole est à Internet, alors avec une question qui, à mon avis, nécessitera au moins 2 philosophes et un professeur de bioéthique. Si la liberté est limitée par la liberté elle-même, alors peut-on disposer de la liberté à la mort, vu que dans la Déclaration des droits de l'homme, nous avons droit à la vie? Bernard? Alors, nous avons droit à le droit à la vie, par définition, c'est une liberté, ce n'est pas une obligation de vivre. Ça, c'est le point de vue légal. Alors, quant à la liberté qui limite la liberté, là, j'ai un peu plus de... Mais quoique philosophe, j'ai un peu plus de peine. Je comprends que la liberté d'autrui puisse limiter ma propre liberté, mais que ma liberté se limite elle-même. Alors, je peux moi-même limiter ma liberté librement, c'est vrai. C'est ce que je fais tout le temps quand j'adopte des principes d'action, par exemple, quand je m'interdis de faire un certain nombre de choses. Mais bon, je pense que c'est peut-être une manière un petit peu pseudo-paradoxale de poser la question, mais je ne pense pas que ça a beaucoup d'impact sur le fait, sur le sujet qu'on a discuté aujourd'hui, où effectivement il s'agit effectivement d'une liberté qui n'empiète pas sur le droit à la vie, évidemment. Alors je me permets peut-être juste une petite question aussi pour clore ce très beau débat, et très important. C'est vrai qu'on a l'impression, là, en vous écoutant, que la question se cantonne beaucoup aux personnes dont on sait que le pronostic vital est engagé à moyen terme ou à court terme et dont on n'a aucun espoir. À ce moment-là, on dit que la volonté de l'individu doit primer. Mais maintenant, pour ouvrir un peu le débat, le suicide reste une question de santé publique majeure et une des premières causes de mort prématurée dans notre pays et dans la plupart des pays du monde. En quoi et pourquoi est-ce qu'il y aurait certaines volontés que l'on jugerait comme plus importante que la volonté de quelqu'un? Alors on a parlé avant du chagrin d'amour, alors on le jette un petit peu de côté comme ça, un peu négligemment, parce qu'on dit bon, c'est un chagrin d'amour, ça va passer, etc. Ceci dit, il y a des chagrins d'amour ou d'autres situations, ça peut être des dépressions, mais pas seulement, où la volonté de l'individu est très claire et très nette, et d'ailleurs cet individu ne trouvant pas de moyen de mourir dignement, va le faire dans des conditions parfois très violentes. Pourquoi est-ce qu'on doit maintenir, ou pourquoi est-ce qu'on a eu l'impression, peut-être à tort, que le débat s'adressait à un nombre très restreint d'individus, alors que peut-être que la question de la volonté, elle doit s'émanciper un petit peu et aussi pouvoir intéresser les gens qui ont une volonté de mettre fin à leur vie avec des raisons qui sont les leurs, et voilà. Parce que je pense que si nous n'avons pas cette exigence-là par rapport à la volonté, on ouvre la porte à toutes les volontés de mourir. Et qu'il semble impensable dans une société où on essaie de mettre en œuvre le bien vivre ensemble, il semble impensable de pouvoir imaginer une société où toutes les raisons se valent pour vouloir mourir. L'idée, c'est quand même encore de pouvoir rester en vie, de pouvoir que l'on puisse continuer de vivre ensemble. Alors c'est pour ça qu'au départ, ça a été restreint au champ médical, parce que le champ médical et le progrès, notamment dans les techniques de réanimation, ont conduit à des situations qu'on ne connaissait pas auparavant. Et la question s'est posée, mais maintenant, on fait quoi maintenant qu'on l'a récupéré? C'est-à-dire que quand on a la quantité, mais qu'on n'a plus la qualité, on en fait quoi? Et la question s'est posée là. Pour d'autres situations, ou notamment, par exemple, une rupture amoureuse, comme cela a été évoqué tout à l'heure, on a quand même de bon espoir de pouvoir rattraper la personne, de pouvoir lui redonner le goût de vivre, etc. Il y a, pour compléter la question, un point de clivage bioéthique politique important qui rejoint ce que dit Eric Fourniret, c'est qu'est-ce qu'on a été capable en termes de solidarité de mettre en œuvre pour qu'effectivement le suicide ne soit l'ultime décision quand tout a été tenté et tout est mis en œuvre. Moi, de par ma profession de légiste, qui n'est pas très rigolote, nous constatons en Normandie, comme beaucoup de régions, le suicide des agriculteurs. Incontestablement, ce n'est pas la légitimité de l'individu que je mets en cause, mais c'est la politique agricole, les solidarités nationales. Je crois que la question renvoie à ça. Quand on est sur des états de souffrance eu égard à l'état de la psychiatrie en France, il est légitime de se dire est-ce qu'on met assez de moyens sur la psychiatrie en France et est-ce que finalement le suicide n'est pas que la dimension résiduelle acceptable parce que tout a été tenté. Et il est là le point de clivage entre l'accès à tous les droits. Oui pour un droit en fin de vie, mais oui pour un droit accès aux soins, oui pour un droit aux solidarités, oui à la vie digne. Et donc on peut très bien là reprendre le terme de dignité qui irait à tout le monde, me semble-t-il. Je crois que Blaise Pascal, le philosophe, avait quand même dit l'essentiel. Tous les hommes veulent être heureux jusqu'à ceux qui vont se pendre. Merci. Un grand merci. Je pense que la meilleure conclusion, c'est que
Ces échanges ont été de qualité, apaisés, c'est bien de le souligner par les temps qui courent, sur des questions complexes et où chacun s'est entendu. C'est presque une banalité de le dire, mais je pense que c'est une très belle chose quand même de s'écouter.